Bon, je crois qu'on va démarrer. On a attendu les 5 minutes protocolaires. Et tout d'abord, je voulais vous remercier d'être venus nombreux à cette conférence du Neuropôle de Strasbourg. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Georges Chapoutier, qui est à mes côtés, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, et qui va nous faire une présentation ce soir sur la place de la recherche expérimentale dans les rapports de l'homme et de l'animal. En 2 mots quand même, avant de démarrer, j'aurais voulu vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le Neuropôle de Strasbourg, puisque c'est une conférence organisée par le Neuropôle, comme je vous le disais. Et je voudrais aussi remercier les deux animateurs du Neuropôle de Strasbourg, qui sont Romain Goutani et Alexandre Charlet, qui sont à l'avant de la salle à droite. Le Neuropôle de Strasbourg, c'est 11 laboratoires de recherche regroupés en communauté autour donc, des neurosciences en général, 36 équipes de recherche, plus de 100 chercheurs et bien sûr tous les doctorants, post-doctorants, techniciens et ingénieurs qui vont avec, 6 plateformes de recherche et l'organisation depuis maintenant quelques mois d'une conférence par mois. La plupart de ces conférences sont organisées autour des neurosciences, mais pas que. La preuve, c'est qu'on a aussi la volonté d'organiser des conférences grand public comme celle de ce soir avec des orateurs prestigieux. Je voulais également vous présenter donc Georges Chapoutier, qui est né, on peut le dire, en 1945 à Libourne en Gironde. Il a fait ses études secondaires dans des lycées prestigieux, puisque c'était le lycée Montaigne puis le lycée Louis-le-Grand à Paris. Il a ensuite été en classe préparatoire en biologie. Il intègre l'école normale supérieure dans la section sciences. Et puis ensuite, on le retrouve à Strasbourg, et c'est aussi pour ça que nombre d'entre nous le connaissons, enfin les anciens. Je fais partie des plus jeunes des anciens, mais quand même. Puisqu'il a passé son doctorat, il est docteur ès sciences de l'université Louis Pasteur de Strasbourg, dans un domaine qu'on appelait à l'époque la psychophysiologie, la psychologie expérimentale, animale, qu'on appelle maintenant les neurosciences cognitives, pour la plupart d'entre nous. Ceci en 1973. Et sa spécialité complémentaire, et non la moindre, c'est qu'il est également docteur ès lettres en philosophie, et ce doctorat, il l'a obtenu à Lyon en 1986. Donc c'est quelqu'un qui a fait presque toute sa carrière au CNRS et qui est actuellement, donc depuis 2012, il est directeur de recherche émérite attaché à la Pitié-Salpêtrière, c'est ça, hein, toujours. Sa double formation donc de biologiste et de philosophe, il explique la double activité qui a été la sienne tout au long de sa carrière. Le biologiste, il s'est intéressé surtout à la pharmacologie et principalement sur les mécanismes de la mémoire et de l'anxiété. Ses recherches montrent notamment que les molécules anxiogènes, celles qui causent l'anxiété, améliorent, lorsqu'elles sont administrées à faible dose, les aptitudes à mémoriser, ce qui suggère que l'état normal du cerveau est une anxiété légère. On pourra en discuter. En revanche, les mêmes molécules anxiogènes administrées à des doses fortes déclenchent des anxiétés néfastes, voire des crises d'épilepsie. Voilà, ça, c'est les grands thèmes de recherche de Georges Chapoutier. Tous ces phénomènes se rattachent aussi à des prédispositions génétiques que l'on peut mettre en évidence chez la souris, puisque ça a été son animal de prédilection. Je passe sous silence les planaires avec lesquels il a commencé à travailler sur la mémoire, justement à Strasbourg, dans le laboratoire de Rémy Chauvin. Il s'est également intéressé à la manière de comprendre avec le regard d'un biologiste certains concepts fondamentaux en épistémologie, ainsi qu'à effectuer des synthèses sur les grands problèmes de sa discipline. Le philosophe, il a étudié la complexité des organismes vivants, pour laquelle il a montré l'utilité épistémologique du concept de mosaïque, ainsi que l'animalité, les rapports de l'humanité et de l'animalité, la notion de droit de l'animal, on va en parler sûrement ce soir en expérimentation animale, ou les ressemblances et les différences entre l'animal et la machine. Si tu veux passer la flèche de droite. Donc, juste pour citer quelques ouvrages, Georges Chapoutier est très prolixe dans d'énormément de publications scientifiques, mais également des ouvrages dits de vulgarisation, mais qui sont loin d'être de vulgarisation. Et vous voyez à quel point sa production est complexe et large dans des domaines dont on a évoqué à l'instant les différentes thématiques. Donc c'est vraiment un grand plaisir de recevoir Georges Chapoutier dans le cadre de ces conférences grand public du Neuropôle. Juste avant qu'on démarre, sachez que l'ensemble des événements de l'événement est filmé pour Canal U, Canal UTV, Canal C2 et je crois YouTube. Donc si vous avez une interdiction du droit à l'image que vous souhaitez faire opérer, dites-le. Par ailleurs, il y aura bien sûr après la possibilité large de discuter avec Georges et de poser vos questions. Pour cela, il y aura des micros qui passeront dans la salle.
Et puis n'oubliez pas d'éteindre vos portables. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée en compagnie de Georges qui va démarrer sa conférence. Merci Georges. Merci de m'avoir invité à Strasbourg. Effectivement que je retrouve avec plaisir puisque j'y étais étudiant il y a 40 ans. J'ai bien connu le palais universitaire en 68 qui avait un tout autre aspect que maintenant. Et je crois que c'est la première fois que je parle en tout cas dans une salle du palais universitaire en tant que tel. Donc, quelques réflexions sur la place de la recherche expérimentale dans les rapports de l'homme et de l'animal. On conclura sur la question de la recherche, hein, mais on ne peut pas discuter de cette question si on ne précise pas d'abord ce que c'est que l'animal, ou au moins ce qu'on peut penser de l'animal et de nos rapports avec lui aujourd'hui. Et donc, ça sera la plus grande partie de mon exposé. Bien sûr, on sait qu'il y a des rapports très étroits entre l'homme et certains animaux, des ressemblances très fortes. Sur la diapositive que je vous présente ici, on a rassemblé un être humain au centre et des chimpanzés à droite et à gauche. Vous voyez que la ressemblance est frappante. Donc il y a déjà des rapports très étroits qui sont évidents entre l'homme et l'animal. Mais pas seulement. Vous voyez que l'être humain qui est au centre, encore une fois je le précise, il y a des artefacts comme des lunettes, des habits qui suggèrent que l'être humain fait autre chose que ce que font ses cousins chimpanzés. Donc ça pose un certain nombre de problèmes qu'on ne va pas trop débattre aujourd'hui, puisque le sujet aujourd'hui n'est pas la comparaison de l'homme et de l'animal. Mais c'est un point très important de savoir jusqu'où va la ressemblance de l'homme et de l'animal. Et ça peut poser des questions d'ailleurs sur la recherche elle-même. De quel droit nous arrangeons-nous le droit d'expérimentation sur les animaux? Est-ce que notre statut fait qu'on a une différence de nature ou une différence de culture qui permet ça ou non? Dans l'exposé qui va suivre, je suivrai 3 parties successives. D'abord, j'essaierai de montrer comment on a perçu les rapports de l'animal au travers des civilisations. Quelles ont été les grandes façons de voir les rapports de l'homme et l'animal, ce qui nous amènera à la nature biologique de l'être humain. Dans un deuxième temps, j'aborderai des questions beaucoup plus nouvelles, au point de vue de la recherche, qui sont les ressemblances au niveau culturel et intellectuel. Il y a toute une série de travaux d'éthologie qui montrent que finalement, la rupture qu'on avait cru pouvoir définir sur le plan culturel entre l'homme et l'animal n'est pas aussi grande que ce qu'on avait pensé. Et ça nous amènera à ce moment-là à essayer de situer, de replacer la recherche expérimentale dans son contexte actuel. Il y a 3 grandes manières qu'ont eu les civilisations de présenter, de concevoir les rapports de l'homme et de l'animal. Ce sont en gros l'animal humanisé, c'est-à-dire l'animal conçu comme un petit homme, l'animal objet, l'animal conçu comme un objet, et l'animal conçu comme un être sensible. Et je vais vous dire quelques mots de ces 3 grandes conceptions. La conception la plus répandue dans les civilisations, c'est l'animal humanisé. Elle écrase toutes les autres au point de vue des quantités, si vous voulez, de représentation de l'animal dans les civilisations. Ça consiste à penser que, à certains égards, l'animal, c'est une sorte de petit homme. Bien sûr, on s'intéressera ici surtout à des animaux proches de nous, disons en gros les mammifères et les oiseaux. Ça se trouve par exemple dans l'Occident, dans notre civilisation occidentale, au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle, lorsque un animal était soupçonné d'avoir tué ou blessé un être humain, il était jugé devant un tribunal avec des avocats, défendu et éventuellement condamné à être puni ou à être pendu comme un taureau, par exemple, qui avait tué un homme, etc. Donc, dans ce cas particulier, de ces procès d'animaux, l'animal était perçu exactement comme un homme. Mieux que ça, au temps de Louis XII, l'évêque d'Autun a attaqué les rats en justice pour les faire excommunier, parce qu'ils transmettaient la peste. Il a perdu son procès, et on connaît ça par l'avocat des rats, qui était Barthélemy Chassanet, qui a écrit un livre et qui explique comment, avec des très bons arguments, il a permis à ses petits clients à 4 pattes d'être élargis. Bien sûr, on va trouver des quantités d'animaux humanisés dans la littérature, dans les fables, dans le roman de Renard, etc., où là, l'animal va servir en quelque sorte de métaphore d'un être humain. Il est là pour donner en quelque sorte une leçon de morale sur la façon dont l'être humain peut ou doit se comporter. Idem dans les expressions populaires que vous connaissez tous, hein. Rusé comme un renard, courageux comme un lion, paresseux comme une couleuvre, etc. Dans beaucoup de civilisations, l'animal est humanisé, mais aussi divinisé. En d'autres termes, dans beaucoup de civilisations, on peut dire dans presque toutes les civilisations polythéistes, il n'y a pas de frontière très nette entre l'homme et l'animal, et les dieux, pardon. On passe allègrement entre l'homme, l'animal et les dieux, sans interruption très nette. Par exemple, dans l'Inde actuelle, le dieu des marchands et des voyageurs, Ganesh, est un dieu éléphant.
Quetzalcoatl, dans le Nouveau Monde, était un serpent à plumes. Dans l'Égypte ancienne, on a toute une collection de dieux, soit des animaux, soit représentés avec des têtes d'animaux, avec des corps d'animaux. Je vous laisse déchiffrer la diapositive, il y en a énormément. Hein. Je cite ici Marc Étienne, qui est un égyptologue, qui dit en substance « Toutes les combinaisons sont possibles, forme entièrement humaine ou animale, mixte, corps humain à tête d'animal, corps animal à tête humaine, comme les sphinx, etc. » Donc je vous laisse lire la diapositive, mais il y en a beaucoup d'autres. Si vous voulez, l'Égypte ancienne est un des meilleurs exemples de l'absence de frontières nettes entre les hommes, les animaux, les dieux. Dans la Grèce ancienne, dont nous sommes les héritiers au point de vue culturel, on trouve à peu près la même chose, mais peut-être de façon moins marquée. On trouve des divinités mineures, les centaures, qui sont des chevaux à buste d'homme, les harpies, qui sont des oiseaux à tête de femme, le dieu Pan, que vous connaissez tous, a des pattes de bouc. Et la plupart des grands dieux, y compris Zeus, ne se gênent pas pour se transformer en animaux pour aller séduire des mortels. Donc il y a une osmose assez forte également entre l'homme, l'animal, les dieux. Lié à cela, il y a un concept très important qui est la métempsychose. C'est une croyance métaphysique qui pense qu'après la mort, l'âme humaine peut se réintégrer dans un corps animal. Et presque toutes les religions polythéistes croient dans la métempsychose. Je vous donnerai par exemple dans la Grèce antique le cas de Pythagore, que vous connaissez tous, mais j'ai cité surtout Empédocle, parce qu'il pousse les thèses de métempsychose jusqu'à l'extrême. Voilà ce que dit Empédocle. Sur son propre fils qui a changé de forme, le père lève le coup de la mort, là-bas, il ajoute une prière, le méchant fou. Sourd à son gémissement, il l'abat et prépare à la maison son repas de péché. En d'autres termes, Empédocle imagine le cas extrême où l'homme qui va manger en quelque sorte un animal ne se rend pas compte que l'âme de son fils, de son propre fils, est intégrée dans le corps de l'animal. Vous voyez que c'est la métempsychose poussée à l'extrême. Ceci dit, la métempsychose est très répandue de nos jours, on peut dire dans toutes les grandes religions de l'Orient, c'est-à-dire hindouisme, bouddhisme, jainisme et toutes leurs variantes. Alors, dans les religions du livre, c'est-à-dire en gros les religions de l'Occident et du Moyen-Orient, judaïsme, christianisme et islam, étant donné qu'il y a un seul Dieu, il n'y a plus à ce moment-là de possibilité de le transformer en animal. Mais on trouve encore des traces métaphoriques. Par exemple, dans le christianisme, on parle souvent de l'agneau de Dieu. Donc l'animal devient à ce moment-là une métaphore. Deux autres conceptions rapprochent très fortement l'animal de l'homme. D'abord, ce qu'on peut appeler le stade enfantin. Un enfant qui joue avec une poupée, image humaine, ou avec un nounours, image animale, ne fait pas de différence. Pour lui, sur le plan émotionnel, l'image de l'homme et l'image de l'animal est la même. En d'autres termes, ici, on a au niveau enfantin une osmose assez forte entre les deux. Et d'ailleurs, ça explique que pour les enfants, la conception de l'animal est très souvent une conception d'animal humanisé. Et puis, je donnerai comme dernier exemple, un exemple très négatif, celui-là, de ce lien entre l'homme et l'animal, c'est l'esclavage, qui a été, vous le savez, pratiqué par toutes les civilisations. Et ici, il s'agit d'assimiler l'homme, enfin certains hommes, à des animaux. Ils sont traités comme des animaux. Officiellement, l'esclavage est interdit de nos jours, sauf par quelques groupes sectaires particuliers. Vous avez entendu parler de Boko Haram, par exemple. Mais même dans les pays qui l'interdisent, en grattant un petit peu le travail des enfants ou la prostitution, on trouve des choses qui souvent ressemblent à l'esclavage. Donc voilà, ça c'est un des côtés très noirs de l'assimilation de l'homme et de l'animal. La deuxième conception, c'est l'animal-objet. Alors vous allez dire tout de suite, c'est l'opposé de l'animal considéré comme un être humain. Ça l'est de nos jours, si vous voulez. Effectivement, de nos jours, on considère que si l'animal est un être humain, il ne peut pas être un objet en même temps. Ça n'a pas été le cas de tout temps, puisque dans beaucoup de civilisations, l'homme lui-même était considéré comme un objet. J'ai dit l'esclave tout à l'heure, mais même souvent l'enfant, voire la femme, étaient considérés comme des objets. Et donc il n'y avait pas de coupure très nette, finalement, entre l'animal-objet et l'animal humanisé. De nos jours, en Occident, c'est la conception qui a pris le pas sur les autres. En d'autres termes, depuis Descartes et ses successeurs, on a tendance à considérer l'animal un petit peu comme un objet, ou en tout cas, quand on dit « après tout, ce n'est qu'une bête », ça veut dire un peu ça. Ça veut dire, après tout, c'est une entité qui se rapproche de l'objet. Alors, ça remonte à Descartes, qui a effectué une thèse finalement très, très théorique. Pour lui, il avait assimilé les animaux, le corps animal et le corps humain d'ailleurs, pareil, à des machines, qu'il avait assimilé de façon assez maladroite aux automates de son temps, qui étaient un peu frustes, mais il n'avait pas tort. Assimiler le corps à une machine, c'est-à-dire un système matériel qu'on peut analyser, ce faisant, Descartes fondait la biologie,
qui analyse le corps comme un système matériel. Mais Descartes ne s'est pas arrêté à cette thèse. Il a dit, certes, le corps de l'homme comme celui des animaux, ce sont des machines, mais l'homme échappe à son statut de machine, parce que, outre son corps matériel, automate, il possède une âme qui relève de Dieu. Et donc, lui, ce qu'on appelle le dualisme cartésien de l'âme et du corps, alors que les animaux restent des strictes machines, l'homme, lui, il échappe à son statut de machine. Alors, c'est une conception qui a fait beaucoup de mal et qui continue à en faire, qui donne une coupure absolue entre l'homme et les autres animaux, puisque on sait maintenant depuis Darwin et quelques autres que l'homme est un animal parmi les autres, on va y revenir. Mais cette conception qu'il y a l'homme d'un côté et les animaux de l'autre côté reste encore très présente de nos jours et pose beaucoup de problèmes sur un plan moral et philosophique. Signalons au passage que la conception de Descartes, qui a été caricaturée finalement par son élève, souvent les élèves caricaturent la pensée du maître, et Descartes n'a pas beaucoup insisté sur ce thème. Moi, je suis de ceux qui pensent que s'il avait vécu plus longtemps, il aurait probablement développé le thème de automate, mais avec une certaine sensibilité, qui nous rapprocherait de l'être sensible d'aujourd'hui. Il n'a pas vécu très vieux, et son élève Malebranche alors a caricaturé la pensée du maître, comme souvent. C'est lui, Malebranche, qui tapait sur des chiens, et quand le pauvre animal aboyait, il disait « Regardez, c'est exactement comme une horloge qui sonne l'heure ». Plutôt que des positions post-cartésiennes, les thèses de l'animal-machine, à mon avis, devraient être plutôt qualifiées de positions mal branchées. Alors, signalons que, même au temps de Descartes, il y a eu des gens qui déjà se sont opposés à cette histoire d'animal-machine. Je prendrai comme exemple Madame de Sévigné, qui écrivait au moment de Descartes. Voilà ce qu'elle écrit, Madame de Sévigné, hein, que je prends comme porte-parole un petit peu de la position de l'homme de la rue, si j'ose dire. À propos des chiens, des machines qui aiment, des machines qui ont une élection pour quelqu'un, des machines qui sont jalouses, des machines qui craignent, allez, vous vous moquez de nous. Jamais Descartes n'a prétendu nous le faire croire. Donc vous voyez que même à l'époque de Descartes, il y a tout un courant qui pensait que la position de l'animal-objet était une absurdité. C'est une position qui est encore très présente de nos jours. J'ai entendu, moi, dans les laboratoires, moins maintenant, parce que la position dans les laboratoires a beaucoup évolué. On pourra en parler tout à l'heure ensemble. Mais quand j'ai commencé, j'ai entendu des chercheurs me dire il faut traiter l'animal comme un petit morceau de bois. Et un autre exemple qui m'est venu à l'esprit, la fièvre afteuse. Vous connaissez tous cette maladie qui attaque les troupeaux, mais ce n'est pas transmissible à l'homme. Ce n'est pas une maladie qui est dangereuse pour l'homme, elle est dangereuse pour les troupeaux. Et donc vous avez dû voir, quand il y a la fièvre afteuse dans un troupeau, on abat tout le troupeau, il y a des montagnes de cadavres, et on dit ça coûte moins cher de les abattre que de les vacciner. Donc voilà encore un exemple, de nos jours, de l'animal considéré comme un objet. La seule conception raisonnable de nos jours, qui est conforme d'ailleurs avec la biologie, c'est de considérer que l'animal est un être sensible, avec des réserves qu'on pourra faire, si vous voulez. Sensible, ça veut dire avoir une sensibilité nerveuse, parent de l'homme, sans être exactement son identique. Ce qui est amusant, c'est que cette conception dérive de la science elle-même, de la science cartésienne, puis bernardienne, qui, à force d'avoir analysé l'animal, le corps de l'animal comme un système matériel, a fini par s'apercevoir que, finalement, au moins pour les animaux les plus céphalisés, il n'y a pas de grosse différence avec le corps humain. En d'autres termes, par un retour de la science, qui était au départ cartésien et bernardien, on s'aperçoit finalement au bout du compte que l'animal est beaucoup plus proche de nous que ce qu'on avait pensé. Cette isomorphie se trouve, bien vous le savez aussi bien que moi, en tout cas pour tous les biologistes qui sont présents dans la salle, est valable pour la génétique, pour l'anatomie, pour la physiologie, et même pour la pathologie, puisque beaucoup de maladies passent allègrement entre les espèces de certains animaux à l'homme. Mieux que cela, la théorie de l'évolution montre que non seulement l'animal et l'homme sont parents, cousins, voisins, mais qu'ils descendent les uns des autres. Plus exactement, que l'homme est issu d'une lignée de primates et qu'il est un assez proche cousin des chimpanzés. Reste alors la question de la culture. Arrivé à ce point, si vous voulez, disons qu'il y a un siècle ou quelque chose comme ça, l'idée était que, oui, Descartes a abusé, sur le plan de la nature, l'homme est un animal comme les autres. Nous adoptons les thèses de l'évolution, les thèses de Darwin, il est clair que l'homme est une espèce animale parmi les autres espèces animales. Mais l'homme possède un cerveau très particulier qui fait qu'il est capable de gérer de grandes quantités d'informations et ça lui donne un mode d'être culturel qui n'est plus celui de l'animal. En d'autres termes, selon cette position, l'homme est un animal par sa nature, mais il n'est plus un animal par sa culture. Donc ce que j'ai résumé ici, si vous voulez, les fonctions organiques et les pathologies de l'homme sont communes, y compris le bagage génétique. Même le vécu émotionnel est le même, puisque la façon dont nous aimons nos enfants ne diffère pas fondamentalement en ce qui concerne le fonctionnement du système nerveux, notre système limbique, etc., de ce que peut faire, par exemple, une renarde qui s'est fait ses petits, par exemple.
Donc, mais reste la question de la culture, et il est vrai que, sur le plan culturel, l'homme fait des choses très compliquées que ne font pas visiblement, même ses plus proches parrains, chimpanzés. Donc, y a-t-il une coupure à ce niveau-là? On peut considérer que l'homme diffère fondamentalement de l'animal en ce qui concerne la culture. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Et j'entame ma deuxième partie, il y a toute une série de travaux récents qui suggèrent que, en ce qui concerne les domaines culturels, intellectuels, la coupure n'est pas aussi forte que ce qu'on avait cru entre l'homme et les autres animaux. Et je voudrais vous en dire quelques mots maintenant. Donc, je parlais de la culture, un peu de la mémoire et un peu de la conscience. Une culture, c'est un ensemble de comportements qui se transmettent entre les individus sans passer par la génétique, par enseignement, imitation, etc., entre des individus qui vont se transmettre, souvent entre parents et enfants, mais pas seulement. Bien sûr, la culture est liée à la puissance du cerveau. Plus le cerveau est puissant, plus il est amené à gérer des traits culturels compliqués, ce qui fait qu'on parle de culture surtout pour des animaux fortement céphalisés, et notamment les vertébrés et les mollusques céphalopodes, même s'il y a des exemples de traits culturels comme des outils aussi chez des invertébrés comme les fourmis par exemple. Le développement culturel tient aussi à la socialisation. La culture, c'est un ensemble de traits qui permettent souvent une harmonie du groupe, qui permettent que dans le groupe, les partenaires ne fassent pas n'importe quoi, dans le groupe ou même dans le petit groupe qui est la famille. La famille est une structure sociale limitée dans laquelle les enfants ne peuvent pas faire n'importe quoi par rapport à leurs parents. Donc, le développement du cerveau et la socialisation vont faire que chez certains animaux, on va trouver un certain nombre de traits que l'on peut qualifier de culturels, ou si vous voulez être plus précis et ne pas tout de suite mélanger avec l'homme, de proto-culturels. Ce sont notamment des utilisations d'outils, de règles cognitives, de communication et de langage, de règles morales ou proto-morales, et de règles esthétiques ou proto-esthétiques. L'outil. Alors, on l'a surtout étudié chez les mammifères et les oiseaux, mais pas seulement. Il y a des exemples d'outils ailleurs. Quelques exemples. Les grives, par exemple, sont capables de casser des escargots sur des enclumes particulières, qu'on appelle d'ailleurs des grives, qu'on appelle des enclumes à escargots. Les pics font la même chose avec des noisettes. Donc, ils utilisent cette enclume pour casser les noisettes. Certains pinsons des Galapagos ont un bec très, très court, et ils ont besoin d'aller chercher des insectes dans les anfractuosités des cactus. Pour ce faire, ils prennent un piquant de cactus, ils le mettent dans leur bec, et ils vont pêcher plusieurs insectes successivement dans les anfractuosités. Le même outil sert plusieurs fois. Certains oiseaux d'Australie se font des tampons colorés avec des herbes et ils se badigeonnent le plastron pour ensuite aller parader devant la femelle. C'est l'ébauche des mécanismes cosmétiques. La loutre instrumentalise son ventre, c'est-à-dire qu'elle tend son ventre, elle veut utiliser son ventre comme une enclume. Chez les chimpanzés, il y a de nombreuses utilisations d'outils, je vous en donne deux. Les chimpanzés ont besoin de protéines, comme beaucoup d'animaux, ils adorent les termites. Seulement les termites, ça vit dans le sol. Donc les chimpanzés vont chercher une brindille, plongent la brindille dans la termitière, le termite s'accroche, le chimpanzé sort le termite et le déguste. Autre exemple, les chimpanzés sont capables de casser des noix sur des enclumes avec des techniques de casse qui sont particulières à une population. C'est-à-dire que la population A va passer cette technique à ses enfants, la population B va transmettre sa technique à ses enfants. Ça permet aussi de parler de ce qu'on appelle un méta-outil. Parce que, alors un méta-outil, c'est un outil qui sert à fabriquer un autre outil. Vous savez que sur la coupure entre l'homme et l'animal, les partisans de la coupure reviennent sans arrêt à la charge. Alors ils ont dit, oui, d'accord, les chimpanzés ont des outils sommaires, mais ils ne sont pas de méta-outils, ils n'ont pas un outil qui sert à fabriquer un autre outil. Alors ce n'est pas tout à fait vrai. Lorsqu'un chimpanzé veut casser des noix sur une pierre qui bouge, il est capable d'aller chercher une deuxième pierre pour la caler, voire une troisième pour caler la deuxième. Donc la cale, c'est l'ébauche d'un méta-outil. C'est pas très développé, mais c'est l'ébauche. Bien sûr, on peut dire tout de suite, c'est pas comparable à ce que fait l'homme, et ça on pourrait y revenir, qui fait des ordinateurs ou des fusées. On est bien d'accord. Ceci dit, l'homme, il a une particularité du fait de son très gros cerveau, c'est la capacité d'emmagasiner des données dans des bibliothèques, voire maintenant des ordinateurs, qui permettent d'améliorer sa situation d'une génération sur l'autre. Donc l'homme fait des ordinateurs et des fusées, mais l'homme tout nu, dans le désert, ne fera pas d'ordinateurs et des fusées, et nos ancêtres sapiens, à l'origine, qui étaient aussi intelligents que nous, ils cassaient des silex, c'était déjà niveau au-dessus des chimpanzés. Mais vous voyez que la différence n'est pas comparable entre un ordinateur et une fusée.
les silex taillés de nos ancêtres, c'est quand même beaucoup plus proche de ce que fait les chimpanzés, même si c'est déjà le niveau au-dessus, que ce qu'on fait de nos jours. Donc il ne faut pas oublier, quand on parle de l'homme, ce volant, en quelque sorte, de l'histoire qui est passée par-dessus. J'ai signalé tout à l'heure qu'on trouve aussi, alors de façon inconsciente, mais on trouve des outils chez certaines fourmis qui coussent des feuilles ou qui cultivent des champignons, par exemple. Et puis, dernière chose, il y a les nids. Beaucoup d'animaux font des nids, soit pour dormir, soit pour élever leurs petits. Et le nid, c'est également une forme d'instrumentalisation. La règle. Beaucoup d'animaux sont capables d'obéir à des règles abstraites. Ça peut se démontrer chez le rat en laboratoire, je ne vais pas insister. Ça peut se démontrer par les proto-langages chez les anthropoïdes, mais ça, j'en parle pas, j'en parlerai tout à l'heure, donc je remets à plus tard. Mais il y a des quantités d'autres exemples. Par exemple, les dauphins peuvent apprendre des signes gestuels arbitraires. Par exemple, l'expérimentateur lève le bras à droite, le dauphin comprend, il faut tourner à gauche. L'expérimentateur fait un moulinet et le dauphin comprend, il faut tourner à droite, par exemple. Donc, des gestes arbitraires. La notion de nombre est connue, enfin, est perçue par beaucoup de mammifères et d'oiseaux. Jusqu'à, en gros, 6 ou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beaucoup. Les pigeons peuvent comprendre la notion d'étendue d'eau ou de forêt. Alors, le principe est le suivant. On apprend à un pigeon, avec des diapositives qui passent, à picorer pour avoir... Ils sont un peu affamés, ils peuvent picorer pour avoir un grain de blé. S'ils picorent quand il y a une étendue d'eau, ils ont un grain de blé. S'ils picorent quand il y a une diapo qui n'a pas d'étendue d'eau, ils n'ont pas de grain de blé. Et très vite, le pigeon comprend que, quelle que soit l'étendue d'eau, y compris des étendues qu'ils n'ont jamais vues, étangs, la mer, etc., il faut picorer lorsqu'il y a une étendue d'eau sur la diapositive. Les jets sont capables de répondre à ce qu'on appelle des tests de quotient intellectuel. Vous savez, on donnait trois schémas, puis on vous propose un 4e schéma qui prolonge la série. Triangle noir dans un carré blanc, etc. etc. Bien, les jets répondent... Alors, les jets sont parmi les oiseaux les plus intelligents, mais ils répondent assez bien à ça. Les pics et pêches ont la notion de pesanteur, c'est-à-dire qu'ils peuvent prévoir que quelque chose va leur tomber sur le crâne, donc prévoir qu'il va s'éloigner pour ne pas les recevoir. Parmi tous ces notions de règles, je citerai les travaux absolument remarquables qui ont été faits par Irene Pepperberg aux États-Unis sur les perroquets. Contrairement à ce qu'on disait quand j'étais jeune, où on disait le perroquet, il répète bêtement, nanana, en fait, ces animaux très intelligents, sociaux, qui vivent plus près de 60 ans, qui sont sociaux comme nous, et ils apprennent des choses extraordinaires. Et Pepperberg leur fait faire des choses extraordinaires, comme classer des objets selon la couleur ou selon la forme. Ils ont la notion de semblable, de différent, la notion de nombre jusqu'à 7, etc., etc. Et un exemple spectaculaire que donne Pepperberg, elle avait un perroquet qui était excellent, qui s'appelait Alex, puis qui a vieilli. Et donc elle a voulu qu'il fasse des démonstrations à des plus jeunes pour leur apprendre les mêmes règles. Et lorsque Alex était avec Pepperberg, il classait les objets selon la couleur, par exemple bleu, rouge, etc. Et lorsqu'il était avec les jeunes, il faisait exprès de se tromper pour les induire en erreur. Donc vous voyez jusqu'où peut aller l'intelligence du perroquet. Je terminerai par une règle sociale, qui est le tabou de l'inceste. Alors le tabou de l'inceste, ce n'est pas du tout une règle spécifique à l'homme, comme on l'a dit, c'est une règle des primates. Alors, il n'y a aucun tabou de l'inceste chez les chats, vous pouvez voir autour de vos chats, chez les rats non plus, souris, mais chez les singes, il y a un tabou de l'inceste, qu'on n'explique pas bien d'ailleurs, mais quand nous disons, on en parlera de la morale tout à l'heure, oh, c'est scandaleux, c'est un inceste, nous réagissons en fonction d'une règle qui est une règle des singes. La communication et le langage. Alors, pour l'éthologie, on va opposer la communication simple au langage. Pour l'éthologiste, la communication, c'est du ressort du présent. Ça se traduirait en termes langagiers par « attention à un épervier »,« j'ai faim, j'ai soif »,« c'est mon territoire »,« je veux copuler », etc. Donc c'est du ressort de l'instant présent. Pour l'éthologiste, le langage est une communication qui fait référence à un passé, quelque chose qui n'est plus présent dans l'environnement quand le locuteur fait sa démonstration. Alors, des communications animales, il y en a des quantités, notamment chez les oiseaux, mais vous les connaissez pour le moment tous. Il y a des dialectes de chant chez certains oiseaux qui se transmettent de parents à enfants, mais pas dans la population voisine. Donc, des communications de type instantané, il y en a beaucoup. Il y a des signaux d'alarme, d'ailleurs, qui sont comprises par toute la forêt. Si vous avez un oiseau qui crie parce qu'il y a un efférié, toute la forêt devient silencieuse. Les langages, tels que je définis, c'est beaucoup plus rare. Et dans l'état actuel des choses, il n'y a que 2 proto-langages qui ont été vraiment clairement définis chez les animaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres. Hein. Les dauphins, on ne sait pas très bien comment ils communiquent, par exemple. Ça n'a pas été démontré. Mais ce qu'on connaît comme proto-langage, actuellement, il n'y en a que 2. Il y a le proto-langage des abeilles et le proto-langage des anthropoïdes. Et puis je vous dirai quelques mots sur le langage chez les chiens après. Les abeilles. Une abeille qui trouve une source de nourriture, revient à la ruche, fait une sorte de danse, comprise par les autres abeilles qui la suivent,
Et cette danse va indiquer aux autres abeilles la direction à prendre par rapport au soleil, la distance de la source de nourriture et peut-être la quantité de nourriture. En d'autres termes, cette danse va donner des messages sur quelque chose qui n'est pas présent dans l'environnement, donc c'est bien un langage, mais pas très compliqué, 2 ou 3 mots, pas de règle de grammaire. C'est un proto-langage réduit à sa plus simple expression. Plus compliqués sont les proto-langages que l'espèce humaine peut enseigner à des chimpanzés ou à des gorilles. Alors là, première objection, bien sûr, c'est l'homme qui les enseigne. On ne connaît pas, dans l'état actuel des choses, de chimpanzés et de gorilles qui utilisent des proto-langages chez eux dans la jungle. Ceci dit, on peut faire valoir que chez l'homme, c'est un peu pareil. Un enfant humain qui n'est pas mis en présence de la société et qui n'apprend pas le langage, mais il n'apprendra pas non plus. On a des enfants sauvages, des enfants séquestrés, voire des enfants autistes, par exemple, qui, s'ils n'apprennent pas le langage avant un certain âge, ils ne l'apprennent pas. En d'autres termes, la distance n'est peut-être pas si grande que ça entre les anthropoïdes à qui on apprend des proto-langages et l'enfant humain qui apprend le langage. Les chimpanzés n'ont pas les structures vocales qui permettent le langage. Donc, ces proto-langages sont soit des langages par geste, langage des sourds-muets, soit des langages arbitraires comme des schémas affichés sur un écran d'ordinateur, un carré rouge pour une banane, un rond jaune pour une pomme, et ainsi de suite. Et grâce à ça, les chimpanzés peuvent apprendre des proto-langages assez complexes, quelques centaines de mots, quelques règles de grammaire simples. Quelques exemples. Une chimpanzé avait appris, écoutez, le lait et voiture. Un jour arrive le laitier et elle a dit « j'entends la voiture du lait, j'entends la voiture du laitier ». Autre exemple, un chimpanzé avait appris les couleurs, la plupart des couleurs, et puis il est en cours d'instruction, il avait appris la pomme et la banane comme fruits, mais pas l'orange. On lui présente une orange et il a affiché « donne la pomme couleur orange ». Le dernier exemple, un chimpanzé avait appris le mot sale, ma cage est sale, et un jour il voulait se promener et son expérimentateur ne voulait pas. Donc il a affiché sale bonhomme. Il a transféré le concept concret à quelque chose d'un peu plus abstrait. Voilà, vous voyez que ça va très loin. C'est du niveau d'un enfant qui commence à babiller, minou, mémé, salon. Mais c'est quand même amusant que les chimpanzés soient capables de choses comme ça. Donc, il y a, si vous voulez, ça vient à l'idée qu'il n'y a pas vraiment une coupure entre l'homme et l'animal, mais plutôt une différence de degré. En tout cas, on peut en discuter. Quelques mots sur le langage chez les chiens. Les chiens ne parlent pas, ça ne vous surprend pas. Mais ils peuvent comprendre beaucoup de choses. Et on a pu montrer que les chiens peuvent comprendre, que certains chiens, jusqu'à quelques centaines de mots. Va chercher le ballon, va chercher le pantin, va chercher la poupée, va chercher le nounours, etc., etc. Mieux que cela, certains chiens sont capables de distinguer le nom de l'objet, va chercher le ballon, va chercher le pantin, va chercher l'os, et puis l'action à faire, va le chercher ou bien reste en signalement près de l'objet sans le modifier, va chercher l'os ou bien reste en signalement près de l'os sans le modifier. En d'autres termes, la distinction entre le nom d'un objet et l'action à accomplir, c'est-à-dire un verbe. Troisième caractéristique de langage chez les chiens, vous voyez que c'est des choses qui évoluent très vite. Hein. Je viendrai voir dans un an, je vous donnerai des quantités d'autres exemples parce qu'on trouve des choses tout le temps. L'éthologie montre maintenant que l'intelligence animale est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, vous avez un chien qui a appris ce que c'est qu'un os et ce que c'est qu'un pantin. Et vous mettez dans la pièce un os, un pantin, un ballon. Il ne connaît pas, ballon. Hein. Et il vous dit, va chercher le ballon. Et comme il voit que c'est ni le pantin ni l'os, il va vous ramener le ballon. Il va faire la soustraction. Récemment, des auteurs ont pu montrer que la céphalisation de ces langages chez les chiens était la même que chez nous. C'est-à-dire que le sens des mots s'effectue dans l'hémisphère gauche du chien, alors que les intonations s'effectuent dans l'hémisphère droit. Donc on retrouve... Alors peut-être que cette notion d'hémisphère gauche et hémisphère droit qu'on a trouvée ici chez les chiens, c'est peut-être beaucoup plus général et c'est peut-être quelque chose qui est une structure générale de l'ensemble, au moins des mammifères. La morale. La morale, c'est un ensemble de contraintes qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans un groupe social ou dans une famille. Alors, il y a des proto-morales, ou des structures proto-morales chez un certain nombre d'animaux. Ça a été surtout étudié chez les chimpanzés. Il y a un groupe à Nanterre actuellement, autour de Dalila Beauvais, qui essaie de montrer qu'il y a des contraintes morales chez les oiseaux. Mais ils ne sont pas encore assez avancés pour que je vous en parle. Ces contraintes morales animales, ce qu'on pourrait appeler des racines biologiques ou des racines naturelles de la morale, on va les retrouver dans certains cas chez l'homme. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'inceste. Le fait qu'on est contre l'inceste, c'est parce qu'on est des singes. On a une racine, en quelque sorte, de primates dans le tabou de l'inceste. Un autre exemple très caractéristique, c'est la protection privilégiée des jeunes. Nous avons tous horreur de la torture, mais ça nous choque beaucoup plus de voir torturer un enfant qu'un adulte.
Pourquoi? Pour une règle darwinienne évidente, c'est que toutes les espèces qui ont des petits ont tendance à privilégier la protection des jeunes. Alors un exemple maintenant de travaux qui ont été faits, c'est les travaux que vous connaissez sans doute de France Deval chez les chimpanzés. France Deval a étudié des groupes de chimpanzés en semi-liberté, ce n'est pas des animaux dans la jungle, et montre dans ces troupes, spontanément, l'existence de toute série de comportements que nous qualifierions de moraux ou proto-moraux. Sympathie, attachement, intérêt pour les jeunes, aide aux handicapés, punition, négociation, coopération, réconciliation, etc. Je cite Deval, « Le pardon n'est pas une idée mystérieuse et sublime que nous devons à quelques millénaires de judéo-christianisme. Le fait que les singes, les grands singes et les hommes ont tous des comportements de réconciliation signifie que le pardon a probablement 30 millions d'années et qu'il est antérieur à la séparation intervenue dans l'évolution des primates. » Donc, règle proto-morale aussi chez beaucoup d'animaux. Et je terminerai sur les choix esthétiques. Selon Michel Kreutzer, éthologiste français, le goût pour le beau trouverait son origine dans l'attrait qu'exercent les partenaires sexuels. Ensuite, on peut imaginer que ce goût fut secondairement étendu à d'autres domaines. Autrement, ce que dit Michel Kreutzer, c'est que le goût esthétique a une préférence sexuelle au départ et qu'ensuite il est étendu de façon abstraite. Lorsque le partenaire est rouge, l'animal préférera finalement le rouge comme couleur abstraite. Le lien entre esthétique et sexualité est très commun chez l'homme aussi. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que dans quantité de peintures ou sculptures humaines, il y a beaucoup de femmes nues. On a pu montrer des similarités de mouvements entre les danses humaines et les danses de certains oiseaux, qui dansent de la même manière. Les animaux préfèrent en général les couleurs saturées, brillantes, primaires, les formes, dans les formes, les courbes, les symétries et les motifs musicaux comme les rythmes. Je citerai ici Lestel, qui a beaucoup écrit là-dessus, et je vous conseille son livre qui est excellent, qui s'appelle « Les origines animales de la culture ». Dans leur chant, les oiseaux évitent aussi bien les extrêmes de la régularité mécanique comme ceux de la simple diversité aléatoire. Donc il y a bien un choix de motifs préférés de chant. Les baleines, qui chantent aussi, composent et bricolent leur chant avec une indéniable créativité et une grande ingéniosité. Il n'y a pas chez les animaux d'œuvres d'art au sens que nous entendons chez les hommes. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, chez les animaux, comme de façon générale dans toute la biologie, en cherchant bien, on trouve toujours des exceptions. Donc effectivement, il y a un oiseau qui séduit sa femelle en Nouvelle-Guinée, qui construit ce qu'on appelle un berceau, qui est une sorte de sculpture abstraite, qui est une sorte d'œuvre d'art. Mais c'est vraiment exceptionnel et je le passe un peu sous silence. En revanche, l'homme ne s'est pas privé de distribuer des pinceaux ou des crayons de couleur à des chimpanzés. Et alors c'est très intéressant, le chimpanzé centre le dessin, préfère les couleurs vives, les couleurs primaires, préfère les courbes plutôt qu'autre chose, et il fait des barbouillages assez comparables à ce que fait un enfant de 3 ans qui commence à dessiner. Je passerai très brièvement sur la mémoire. Il y a aussi beaucoup de capacités de mémoire chez les animaux. En d'autres termes, l'homme n'est pas le seul à avoir une mémoire, et quand on analyse les mémoires des animaux, on peut montrer qu'il y a des capacités de mémoire chez beaucoup d'animaux, et plus ou moins compliquées. En d'autres termes, quand on monte dans la céphalisation, qu'on prend des animaux de plus en plus céphalisés, les animaux acquièrent petit à petit des capacités de mémoire de plus en plus compliquées, en partant de capacités simples, que sont l'habituation, l'alternance, puis à des choses plus compliquées, comme les conditionnements, et enfin, des choses encore plus compliquées, comme les mémoires cognitives ou les mémoires spatiales. En d'autres termes, l'homme n'est pas seul à posséder une mémoire, on sait aujourd'hui que les animaux possèdent des mémoires également. Je voudrais terminer cette partie, avant d'aborder la question de l'expérimentation, sur la conscience. Contrairement à ce que pensait Descartes, plus personne ne met en doute le fait que les animaux aient certaines formes de conscience. En fait, on peut distinguer chez les animaux 2 types de conscience différents. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler la conscience d'accès. La conscience d'accès, c'est la conscience de son environnement. Et aujourd'hui, personne ne contestera le fait que les animaux fortement céphalisés, disons en gros les vertébrés et les céphalopodes, ont une forme de conscience d'accès, qui savent, entre guillemets, qu'à certains endroits, eh bien, on peut avoir de la nourriture, à un autre endroit, il faut mieux s'en éloigner parce qu'on risque de se brûler, etc., etc. Donc la conscience de l'environnement ne choque plus beaucoup les chercheurs aujourd'hui. En revanche, il y a une deuxième conscience beaucoup plus subtile, qui est la conscience de soi, qu'on appelle la conscience phénoménale. Je me sens conscient, je suis conscient d'être conscient. Alors les partisans de la rupture absolue avec l'animal sont revenus à la charge en disant oui, il y a une conscience d'accès chez beaucoup d'animaux, on ne conteste pas le fait qu'un chien connaisse un certain nombre de choses, mais la conscience d'être conscient
Ça, c'est spécifique à l'homme. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, et il y a un certain nombre de travaux qui suggèrent l'ébauche d'une conscience phénoménale chez certains animaux. Ça se fait par le test du miroir, qui a été appliqué avec succès chez des chimpanzés, des dauphins, un éléphant et une pie, un oiseau. Je vous le donne pour les chimpanzés. Vous avez un chimpanzé qui dort et vous peignez sur son front une tache de peinture à gauche. Le chimpanzé se réveille, vous lui tendez un miroir, pardon. Il regarde le miroir, il cherche à effacer la tache, suggérant par là qu'il se reconnaît dans le miroir, qu'il ne pense pas que c'est un autre chimpanzé. Comparaison avec un poisson par l'épinoche, vous prenez une épinoche, vous mettez un miroir, l'épinoche va attaquer le miroir croyant qu'il y a un congénère qui envahit son territoire. Donc le chimpanzé, le test du miroir suggère qu'il y a chez le chimpanzé l'ébauche d'une conscience de soi, au moins de reconnaissance dans le miroir. En fait, ça pose un certain nombre de problèmes parce que le test du miroir, encore une fois qui a été démontré chez certains animaux, n'a pas été démontré chez les animaux dont on sait par ailleurs par des tests comportementaux qui sont très intelligents. Certains chiens par exemple. Et on pense que le test du miroir ne marche bien que chez les animaux visuels. En d'autres termes, si vous suivez mon raisonnement, un chien ne se reconnaît pas dans un miroir, mais si, fleur de style, vous étiez en mesure de lui soumettre un miroir olfactif, il pourrait se reconnaître. Ça, c'est ma position. En tout cas, ça suggère que même la conscience phénoménale peut être trouvée chez certains animaux. Donc voilà où on en est. L'animal, les animaux, au moins certains animaux sont très proches de l'homme au point de vue de leur nature. Ça fait plus l'ombre d'un doute que l'espèce humaine est une espèce animale particulière, mais qui a les mêmes structures biologiques fondamentalement que les autres. Et que, en ce qui concerne la culture, pour beaucoup d'animaux, la rupture n'est pas aussi grande que ce qu'on avait pensé. En d'autres termes, c'est difficile de dire qu'il y a une rupture absolue entre l'homme et les autres. Alors, pour en parler, hein, ça peut se discuter. Mais il y a un certain nombre de gens qui disent, mais non, la rupture n'est pas si nette que ça entre l'homme et les autres animaux. Donc, ça pose la question de l'expérimentation, finalement, qu'on va évoquer maintenant. Qu'est-ce qui nous permet, au nom de quoi, expérimentons-nous sur les animaux? Alors, l'expérimentation animale, ça remonte à déjà longtemps. Il y a eu des expérimentations, même déjà dans l'Antiquité. Mais enfin, elle a été érigée en système, surtout par Claude Bernard. Et ça consiste, vous le savez tous, à prendre des animaux comme modèle, pour essayer de trouver comment fonctionne le corps, et qui dit le corps animal, dit aussi le corps humain qui lui ressemble, et éventuellement trouver des médicaments ou des structures thérapeutiques qui, étant appliquées à l'animal, pourraient ensuite être appliquées à l'homme. Donc, ça consiste à prendre l'animal comme, en quelque sorte, un modèle humain, avec cet argument cartésien sous-jacent, c'est que, puisque c'est un animal, après tout, il n'a pas de droit, donc on peut se permettre de faire sur lui ce qu'on ne ferait pas chez l'homme. Voilà, en gros, la structure de base de l'expérimentation animale. Là-dessus sont arrivés des philosophes comme Bentham qui ont dit « mais c'est pas légitime ». La biologie montre que l'animal est très proche de l'homme, notamment en ce qui concerne ses capacités de souffrance. Alors, je rappelle que dans la souffrance, il y a des degrés là aussi, qu'un certain nombre d'animaux ont des souffrances qu'on peut dire, enfin des capacités de souffrir qu'on peut dire inconscientes, qu'on appelle la nociception, qui touche la majorité des animaux. Quelques rares animaux n'ont pas de nociception du tout, comme les éponges, mais c'est assez rare. La plupart des animaux ont des réponses nerveuses ou assimilées qui leur permettent de s'éloigner d'une source qui est négative pour leur corps, qui pourrait porter préjudice à leur corps. Aussi bien les vers de terre que les chimpanzés. On parlera de douleur lorsque à la nociception peut s'ajouter des émotions. On parlera de souffrance lorsqu'à la nociception peuvent s'ajouter des capacités de cognition, c'est-à-dire de conscience de cette nociception. Il y a un groupe chez qui ça colle très bien, c'est le groupe des vertébrés. Parce que non seulement on a ces capacités, mais on sait les structures cérébrales qui sont responsables de ça. On sait que les émotions sont sous la dépendance d'un système qu'on connaît bien, qui s'appelle le système limbique, et que les capacités de cognition sous la dépendance d'un système qu'on connaît bien aussi, qui s'appelle le cortex cérébral. Il y a un autre groupe qu'on commence à analyser depuis quelques années et qui est assez proche des vertébrés sur le plan du vécu. Ce sont les mollusques céphalopodes, comme la pieuvre ou la seiche. Et on a des raisons de penser que chez ces animaux aussi, il y a des capacités d'émotion et de cognition, avec des structures cérébrales très différentes, puisque ce sont des escargots transformés, mais des structures cérébrales qui sont capables à peu près des mêmes choses que les vertébrés. Sujet en cours d'étude, évidemment. La question se pose pour les autres animaux, bien entendu, la question reste ouverte, on pourra en débattre. Donc, si ces animaux ont des capacités de douleur, de souffrance, de quel droit expérimentons sur eux?
Et là, la recherche expérimentale repose sur une sorte de paradoxe philosophique, qui est que on opère sur les animaux, prenons des rats, parce qu'ils sont similaires à nous. Donc ils sont similaires, donc on peut utilement mettre au point des médicaments qui vont être utiles pour l'homme. Mais en même temps, ils sont suffisamment différents pour que la question morale ne se pose pas. Il y a un peu le paradoxe qu'ils sont similaires quand ça nous arrange et différents quand ça nous arrange. Donc philosophiquement, ce n'est pas si facile que ça à tenir. Alors se posent bien sûr, à partir de cette expérimentation, deux questions fondamentales que je vais aborder, mais qu'on pourra débattre si vous voulez, des questions scientifiques, des questions morales. Les questions scientifiques, c'est, s'ils sont un peu différents de nous, mais pas complètement, jusqu'où on peut transposer? Est-ce que tout ce qu'on trouve chez l'animal, c'est transposable à l'homme ou non? Les sociétés radicales qui s'opposent à l'expérimentation se sont engouffrées là-dedans, en disant « c'est pas possible, tout ce qu'on trouve chez l'animal n'est pas applicable à l'homme ». C'est faux, hein. À mon avis, c'est archi faux. Dans 90 cas sur 100, ce qu'on va trouver chez l'animal sera transposable à l'homme. Mais c'est un argument qu'on trouve souvent en disant « c'est pas possible, ce qu'on trouve chez l'animal n'est pas transposable ». Donc question scientifique fondamentale. Et puis la question morale, au nom de quoi faisons de nous s'ouvrir des animaux dont on reconnaît par ailleurs qu'ils sont assez semblables à nous, sans l'être trop pour que ça ne nous gêne pas. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et a-t-on le droit sur n'importe quel type d'animaux? Est-ce légitime pour des singes? Est-ce légitime pour des animaux domestiques comme le chat et le chien, desquels nous sommes très proches, etc., etc. Ça pose toute une série de problèmes qui sont abordés actuellement et sur lesquels il n'y a pas de réponse absolue, puisque dans la salle, probablement, nous n'aurons pas tous les mêmes réponses sur cette question. L'expérimentation animale se positionne aussi par rapport aux droits de l'homme et aux droits de l'animal. Les droits de l'animal, c'est un concept qui est défendu par beaucoup, et dont je me réclame aussi, qui dit qu'en substance, que dans une société de droit comme la nôtre, si on veut respecter l'animal, il faut que ça se manifeste sous forme de droit. De fait, il y a déjà des droits de l'animal. Vous n'avez pas le droit d'aller crever les yeux d'un chien dans la rue, heureusement. Donc le chien a le droit, protégé par la loi, de ne pas être malmené de cette façon-là. Donc, si vous voulez, les droits de l'animal, il y en a déjà. La question, c'est lesquels, jusqu'où faut-il aller? Je vous donne un exemple précis. Beaucoup d'animaux sont protégés, enfin des droits, si vous voulez, ou sont protégés par la loi, tant qu'ils restent dans l'orbite de l'homme, sous la dépendance de l'homme. Mais pas les animaux sauvages. Alors, il y a un exemple très, très caractéristique qu'on peut vous donner. C'est le faisan, vous avez un faisan de votre basse-cour. Mais vous n'avez pas le droit de le torturer. C'est interdit. Si vous le torturez, vous pouvez tomber sur les coups de la loi. Mais ce faisan s'échappe. Il devient sauvage. Alors là, il n'est plus protégé du tout. Vous pouvez l'envoyer un petit morceau de plomb dans le bide, c'est ce que font les chasseurs. C'est OK. C'est le même animal avec la même sensibilité, mais comme il est plus sous votre dépendance, il n'a plus les mêmes droits. Les droits de l'animal ont été plus ou moins... enfin, une réglementation a été proposée par la Déclaration universelle des droits de l'animal, qui est une déclaration philosophique, dont la meilleure formulation, c'est la version révisée de 1989, qui essaie de définir un certain nombre de normes qui pourraient, en quelque sorte, s'appliquer au respect des animaux, et en tenant compte d'un certain nombre de choses, et en particulier du fait que tous les animaux ne sont pas identiques, qu'il faut tenir compte de la biologie de l'animal, on ne va pas protéger une araignée de la même façon qu'un chimpanzé, d'une part, et qu'il faut tenir compte aussi des équilibres biologiques, que par exemple, s'il y a un tigre qui mange un daim, eh bien, l'homme n'a pas à intervenir pour protéger la proie plutôt que le prédateur. Donc la Déclaration universelle est un ensemble qui cherche en quelque sorte à définir une enveloppe de ce que pourraient être des droits de l'animal appliqués dans notre loi. Et ça commence à venir, il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut aussi positionner les droits de l'animal par rapport aux droits de l'homme. Et ça, c'est un point sur lequel j'insisterai, je reviendrai là-dessus parce que je voudrais insister beaucoup. Lorsqu'il y a une opposition de droits, un conflit de droits entre les droits de l'homme et les droits de l'animal, il faut impérativement privilégier d'abord les droits de l'homme. Dans la plupart des cas, les types de droits vont dans le même sens. En d'autres termes, quand on veut être, entre guillemets, gentil, etc., on va protéger l'animal comme protéger l'homme. On va essayer de ne pas faire souffrir dans les deux cas. Mais, donc, il y a en général une communauté de droits. Mais, dans les cas particuliers où il y a une opposition entre droits de l'animal et droits de l'homme, c'est un point fondamental, hein, j'insiste là-dessus. Dans ce cas-là, pour des raisons évidentes, il faudra privilégier les droits de l'homme. Et je vous donne deux exemples là-dessus, et on va revenir à l'expérimentation animale. Un exemple caricatural. Vous assistez, alors là c'est un équilibre biologique, mais c'est l'homme qui est dedans. Vous allez assister à ce qui se passe, vous avez un tigre qui va attaquer un homme. Bon, là évidemment, bien sûr que le tigre a le droit de manger. Mais il est évident que vous, en tant qu'espèce humaine, vous allez porter assistance à votre congénère humain. Eh bien, l'expérimentation animale rentre dans ce cadre-là. L'expérimentation animale, c'est un conflit de droits
entre les droits de l'animal à avoir une vie conforme à son espèce, bien sûr, et les droits de l'homme à défendre sa vie et sa santé. Donc dans ce conflit, dans ce cas particulier, je maintiens qu'on donnera le primat aux droits de l'homme sur les droits de l'animal. Et donc par ce biais-là, je justifie, dans l'état actuel des choses, l'expérimentation. Je ne dis pas qu'à terme, il ne faille pas aboutir à ce qu'il n'y ait plus d'expérimentation le jour où on pourra, mais dans l'état actuel des choses, si on veut développer une médecine, à mon avis, on ne peut pas s'en passer. On pourra en débattre tout à l'heure si vous voulez. Aujourd'hui, l'expérimentation animale est soumise à des lois qui dérivent en gros des lois européennes et qui se résument assez souvent dans ce qu'on appelait la règle des 3 R, qui est Reduce, Refine, Replace. Réduire, raffiner, remplacer. En gros, réduire le nombre d'animaux autant qu'on peut faire, raffiner les protocoles pour amener à cette réduction et remplacer l'expérimentation quand elle est remplaçable. J'insiste sur le dernier point. Elle ne l'est pas toujours. Mais il y a des cas où elle peut l'être. Il faut remarquer aussi que, en ce qui concerne les lois de respect de l'animal, l'expérimentation animale, avec ses lois européennes, est en gros en avance sur l'ensemble de la société. Parce qu'il y a dans la société différents traitements d'animaux qui ne sont pas les mêmes. Vous savez qu'il y a la corrida, il y a la chasse, il y a des tas de choses, hein, l'alimentation carnée. On peut montrer qu'en ce qui concerne le respect de l'animal, les lois qui définissent l'expérimentation sont en général en avance. Je vais vous donner un exemple. Un scientifique n'a pas le droit, pour s'amuser, de torturer un poisson. En revanche, pour le plaisir de la gastronomie, envoyer une truite vivante dans l'eau bouillante, ça c'est OK. Donc voilà un point particulier sur lequel la recherche expérimentale est très en avance sur l'utilisation gastronomique. Quelques réflexions sur cette expérimentation telle qu'elle est aujourd'hui. Le cas des poissons. Les poissons, alors il y a, vous savez sans doute pour les scientifiques qui sont là, il y a plusieurs types de cortex. Il y a des archicortex et un néocortex. Enfin des anciens cortex, archi et paléo, et un néocortex. Et alors, les néocortex caractérisent surtout les mammifères et les oiseaux. Donc il y a des gens qui sont revenus à la charge en disant, oui d'accord, bon entendu, les mammifères et les oiseaux, il faut les protéger. Mais en revanche, les vertébrés à sang froid, qui n'ont que des anciens cortex, n'ont ni douleur, ni souffrance. On peut y aller allègrement. Alors bien entendu, les sociétés de pêche se sont engouffrées là-dedans. C'est une idée, à mon avis, absurde, parce que les poissons ont un système limbique, et l'étude de leur comportement montre qu'ils ont des comportements quelquefois très compliqués et assez assimilables à ce qu'on peut trouver chez les mammifères et les oiseaux. Mais, donc, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que les animaux qui ont des cortex anciens, ils n'ont pas exactement le même vécu de la douleur et de la souffrance que nous. Mais dire qu'il n'y en a pas, c'est absolument absurde, à mon avis, d'autant que dans des structures cérébrales où les archi et paléocortex n'ont pas passé le relais au néocortex, ils ont probablement même plus d'activité qu'ils n'en ont chez nous. La question des invertébrés reste un problème ouvert, sauf les céphalopodes qui ont maintenant acquis en quelque sorte leur légitimité au point de vue protection, on les retrouve dans les lois européennes, pour l'expérimentation animale, hein. Je n'ai pas dit pour la cuisine. Donc, sauf les céphalopodes, la question se pose pour un certain nombre d'invertébrés. L'Allemagne a limité ce qu'on peut faire chez les crustacés décapodes, c'est-à-dire les homards, etc., pour un certain nombre d'arguments scientifiques qui montrent que ces animaux sont finalement plus intelligents que ce qu'on croyait. La question reste ouverte, hein. Je ne vais pas y répondre ici. Et pour les abeilles, des gens comme Jurfa disent que les abeilles également ont des capacités intellectuelles plus grandes que ce qu'on avait cru, qui sont capables d'avoir des notions de haut, de bas, des notions de règles, etc. Donc disons que pour ces groupes d'invertébrés particuliers, la question reste ouverte. La question des embryons. Là, c'est un exemple typique où la loi européenne s'est avérée en quelque sorte insuffisante. Pourquoi? Eh bien, dans l'état actuel de la loi qui gère l'expérimentation, sont protégés, au point de vue contre la douleur, sauf exception, etc., enfin les règles habituelles qui protègent les animaux vertébrés, sont protégés les embryons de mammifères durant le dernier tiers de la gestation, mais pas les embryons d'oiseaux. Donc là, on ne voit pas très bien pourquoi. Et puis, j'insisterai sur un dernier point sur lequel j'insiste en général, qui est l'éducation. Je pense que tout ça évolue, il y a toute une évolution qui se fait dans le sens favorable. Elle ne se fera que si on éduque les jeunes. Nous, on est déjà de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire. Les gens qui feront la morale et la loi du siècle prochain, ce sont nos enfants, et c'est eux qu'il faut familiariser avec toutes ces questions. J'en arrive à mes conclusions. Un point fondamental sur lequel je reviens, c'est que lorsqu'il y a conflit de droits entre les droits de l'homme et les droits de l'animal, il faut impérativement donner le primat aux droits de l'homme. Ça a l'air d'une chose évidente comme ça ne l'est pas. Hein. Il y a un certain nombre d'utilitaristes anglo-saxons qui ont dit en substance, par exemple, il vaut mieux protéger un chimpanzé adulte qu'un bébé humain.
Alors c'est entendu que le chimpanzé adulte, il a probablement un niveau de conscience probablement plus élevé que le bébé qui vient de naître. Mais voyez, si on met la main là-dedans, où on va? Donc ça, c'est un point très important, je crois, qu'il faut maintenir ce point-là, quitte à donner des droits aux animaux pour les protéger autant qu'on peut, mais qu'il faut bien maintenir ce point de distinction entre les droits de l'animal et les droits de l'homme. En ce qui concerne l'expérimentation, maintenant, il faut bien voir qu'il y a d'autres, on n'en parle pas aujourd'hui, mais il y a d'autres utilisations de l'animal, l'alimentation carnée, qui est très à la mode, il y a beaucoup de livres qui publient là-dessus actuellement, la chasse, la corrida, le traitement des animaux de compagnie, etc. Et donc, il faudrait que la loi soit un peu homogène. Vous savez que la loi a fait un progrès relativement récent en décrétant notre cheville ouvrière de notre législation, qui est le Code civil, a dit récemment, a été modifié pour dire l'animal est un être sensible. Ça part d'un excellent sentiment, ça ne veut rien dire du tout. Mais ça part d'un très bon sentiment. Je rappelle qu'un être sensible, ça ne veut rien en tant que tel. Hein. Les plantes sont sensibles à la lumière, la pellicule photo, c'est un être sensible aussi, etc., etc. Donc il faut bien préciser sensible avec une sensibilité de type nerveux et revenir aux notions de douleur et de souffrance que j'évoquais. Bon. Mais ça part d'un bon sentiment. Mais il est clair que la société n'est pas aussi mûre que cela dans d'autres domaines que l'expérimentation. Vous voyez ce qui se passe dans la chasse, vous voyez ce qui se passe dans les abattoirs, on en entend suffisamment parler, les abominations qu'il y a dans l'élevage industriel et dans les abattoirs. Donc il faudra en quelque sorte que la loi s'homogénéise. Quant aux jeux sauvages, on dit que les animaux sont des êtres sensibles, sauf dans les situations traditionnelles comme la chasse, la corrida, etc., etc. Je reviens sur l'éducation, c'est que si on veut avoir des sociétés plus mûres moralement, il faut éduquer nos enfants, c'est comme ça que ça se fera et pas autrement. Et que finalement le thème que la morale est probablement unitaire, ça c'est un thème que j'aime bien développer en général, que les sociétés humaines, l'homme est un animal très intelligent, il a un cerveau très puissant, et il a démontré ses capacités phénoménales dans le domaine de la science et de la technique, c'est évident, ça ne se discute pas. Sur le plan moral, en revanche, malgré son puissant cerveau, c'est pas très brillant. Si vous regardez l'histoire humaine, qui est une série de guerres, d'atrocités, de viols, de tortures, etc., l'espèce humaine n'a pas lieu d'être très fière. Et je suis de ceux qui pensent que la morale est une et que si on veut améliorer dans le futur la morale en général, ça se fera aussi si on sait traiter mieux des êtres sensibles qui sont autour de nous, qui sont les animaux. En d'autres termes, je pense que l'amélioration des droits de l'animal amènera de fait aussi une amélioration des droits de l'homme. Et je voudrais un petit peu conclure là-dessus avant de débattre. Si vous vous intéressez à ces questions, ça c'est un de mes livres où je raconte ma vie et je raconte un peu tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc c'est ouvert à la discussion. Alexandre et Romain vont passer les micros pour ceux qui veulent poser des questions à Georges Chapoutier dans tous les domaines là, qui ont été évoqués jusqu'ici. N'hésitez pas. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Oui. Bon, bah, vas-y, question, là. Tu as parlé tout à l'heure de l'empan de certains animaux, en particulier qui allaient jusqu'à 7. Oui. Je crois qu'on a un empan à 8 ou peu différent. C'est difficile à juger. Oui, peu différent. Comment on peut apprécier ça d'un point de vue expérimental dans toutes ces espèces différentes? On le fait choisir des réponses. Et si la réponse est que jusqu'à quand... Bon, appuyer sur des touches avec un nombre de données. Et jusqu'à 7, ils peuvent distinguer. Après ça, ils ne distinguent plus. Si on leur fait distinguer, par exemple, entre deux touches, entre 8 et 9, bah, ils se trompent. Oui, bien sûr. Donc, la quasi-totalité des choses simples, c'est fait par conditionnement. Je ne dis pas que tous les animaux ne font que du conditionnement, mais les questions comme celle-là se font par conditionnement. Pour des questions plus larges sur l'expérimentation animale, je suppose que vous en avez beaucoup. N'hésitez pas, allez-y, posez vos questions. Apparemment, tout le monde est d'accord, c'est bien ça. Non, je ne pense pas que tout le monde soit d'accord, mais... Ou d'autres questions? Oui, Paul? Ce qui m'a frappé, bon, il se trouve qu'hier, j'étais à une autre réunion, on parlait de l'expérimentation animale, et vu du côté du GIRCOR. Hein. Oui, je connais le GIRCOR. Voilà. Et ce qui m'a frappé dans votre présentation, c'est quand vous mettez en parallèle, ou en opposition, je ne sais pas comment je veux dire, le droit animal et les droits de l'homme, en disant que les droits de l'homme doivent toujours dominer. C'est ce que je défends. Oui, et je trouve que c'est une bonne idée parce que il n'y a que dans ce cadre-là qu'on peut expliquer l'utilisation des animaux simplement pour nous nourrir, l'espèce humaine. C'est quand même là où il y a la plus grande consommation d'animaux. Oui. C'est pas l'expérimentation animale Tout à fait. qui
qui est très importante en termes de nombre, c'est surtout pour la nourriture, c'est un nombre important. Oui. Donc est-ce qu'on le place vraiment dans ce cadre-là? Alors l'alimentation incarnée, c'est un tout autre problème, que je n'en ai pas parlé, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. La question, c'est de savoir, est-ce que l'homme doit manger de la viande? Alors, il y a deux écoles opposées, puis toute une série d'intermédiaires. Il y a l'école végétarienne ou végane qui dit, pour être gentil avec les animaux, il faut s'abstenir de toute consommation de viande. C'est pas toujours facile à tenir. Disons que le végétarisme, mais qui tolère de lait, le lait, etc., et donc le lait avec des quantités industrielles, ça veut dire aussi tuer les veaux. Donc le végétarisme, à l'échelle sociale, il est tributaire d'un certain non-respect de l'animal. Et puis alors, il y a le véganisme qui, lui, dit on ne consomme ni miel, ni etc., etc. Je maintiens que sur un plan physiologique, c'est assez difficile à tenir, en particulier pour des sujets en gestation, des enfants en bas âge, des gens, enfin, dans les cas un peu critiques. Peut-être qu'un adulte en bonne santé, il y a des adultes en bonne santé qui arrivent en pesant leurs légumineuses et leurs graminées qui arrivent à vivre comme ça. Je pense que l'homme n'est pas vraiment fait pour ça. Alors, en face, il y a l'autre école qui dit regardez votre physiologie. Vous êtes des omnivores, vous n'êtes pas fait pour manger que des végétaux. Donc il faut alors, sur ceux qui s'intéressent à la morale, il faut continuer à manger des animaux, mais il faut faire qu'ils soient élevés et abattus dans des conditions correctes. On en est très loin. Vous voyez ce qui se passe dans les abattoirs et dans les élevages. Hein. Ça déjà. Alors, ça aboutit à deux conséquences. Alors, je ne vais pas trancher entre les deux écoles. Hein. Il y a probablement des partisans des deux dans la salle. Ça aboutit à un certain nombre de conséquences quand même. La première conséquence, c'est que il est clair que nous tous, nous irions mieux si nous consommions moins de viande. C'est la position que je défends. Si nous tous, hein, je pense, nous ici, puis si on consommait moins de viande, nous irions mieux pour des tas de raisons et des raisons individuelles. L'excès carné, aboutit à des maladies variées, elle contribue aux troubles vasculaires. Pour les gens qui sont sensibles, c'est pas tout le monde, mais les gens qui sont insensibles, ça accroît les cancers du côlon, etc., etc. Donc nous irions mieux. L'humanité irait mieux, parce que pour nous, occidentaux, pour avoir de la viande de vache et des steaks régulièrement, il faut importer des tourteaux de soja brésiliens, du manioc thaïlandais, etc., etc. Et donc il faut priver de protéines végétales des gens qui en auraient plus besoin que nous pour vivre notre vie en quelque sorte de rupins comme occidentaux. Donc la conséquence de tout ça, c'est qu'il faudrait manger moins de viande. Déjà, nous irions mieux et l'humanité irait mieux. D'ailleurs, il y a des associations comme Terre des Hommes et Frères des Hommes qui n'ont rien à voir avec la protection animale, qui ont fait des campagnes pour réduire la consommation carnée. Donc ça, c'est la première chose que tout le monde pourrait s'accorder, je crois, déjà là-dessus. Et alors le deuxième point, alors je vous donne mon avis personnel, comme l'humanité grossit, il n'est pas sûr qu'on puisse indéfiniment consommer de la viande de vache. En d'autres termes, je pense que tôt ou tard, on fabriquera nos protéines artificiellement. Ça c'est une idée personnelle, hein, mais je pense que dans quelques siècles, on aura d'excellents steaks fabriqués chimiquement, et on dira comment nos ancêtres qui mangeaient, qui allaient abattre des vaches pour avoir des steaks comme ça. Mais ça c'est un avis personnel. Oui, et prends le micro s'il te plaît, Paul. Par rapport aux enregistrements, servez-vous du micro. Moi je ne pose pas le problème d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, on peut poser ce type de questions parce que c'est excessif. Mais si on prend dans le terme d'histoire, les systèmes d'histoire, l'humanité dans son ensemble, toutes les populations humaines ont eu besoin quand même des animaux pour se nourrir. Bien sûr. Alors maintenant, il y a peut-être des excès, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Mais il faut pas réécrire l'histoire quand même. Vous défendez la thèse qui est la plus commune, qui dit en substance l'homme est né comme omnivore. Et c'est incontestable. C'est incontestable qu'on est omnivore, bien sûr. Et on n'est pas les seuls d'ailleurs. Nos cousins proches, les plus proches cousins, les chimpanzés, tuent des petits animaux aussi, ils consomment un peu de chair animale. Hein. On n'est pas les seuls. On est des chimpanzés, soyons clairs. Si on accepte notre puissant cerveau, effectivement, qui nous distingue des chimpanzés, et le fait qu'on est des néoténiques, parce qu'on est des juvéniles, on est des enfants, ça a des conséquences aussi sur notre comportement variés. Mais ceci mis à part, on est des chimpanzés. Et donc effectivement, le chimpanzé, il est aussi à l'occasion carnivore, et même à l'occasion cannibale. Donc oui, bien sûr. Maintenant, que l'humanité était omnivore à ce départ, les végans vous diront oui, bien sûr, mais il est temps de changer. Donc la position est ouverte à tout le monde. Il y a récemment un certain nombre d'associations de protection des animaux ont préconisé de créer un secrétariat d'État à la condition animale. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'ai signé, donc je ne peux pas dire que tu comptes. Moi, je me suis fait accrocher par exemple de mes collègues parce qu'il y a des nuances là encore, des gens qui disent un secrétariat d'État, c'est pas la bonne chose. Donc j'ai des collègues qui m'ont dit tu as eu tort de signer ça parce que c'est pas la bonne voie. Moi, je trouve que ça ne mangeait pas de pain et je doute qu'il y ait dans l'immédiat un secrétariat pour la cause animale, mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas?
Je serais assez favorable. Moi, ma philosophie, c'est que tout ce qui va dans le sens de la morale est une bonne chose. Vous parlez de secrétariat, je reviens à l'éducation, je ne réponds pas vraiment à votre question, mais je reviens à l'éducation. Je serais favorable à ce que les cours d'éducation civique, qu'on a enfin remis dans les écoles, tant mieux, comprennent des normes écologiques et des normes animalières, qu'on apprenne ça en même temps. Alors, tout à l'heure, vous avez préconisé de favoriser le droit humain au regard du droit animal. Bien sûr. Et là, je pense qu'il y a d'autres secrétariats qui seront peut-être plus importants bien sûr. qu'un secrétariat à la condition animale. Bien sûr. Donc je suis assez étonnée que vous ayez signé. Non, bien sûr. Mais alors là c'est la question de savoir, faut-il l'homme d'abord ou l'animal d'abord? Ça, je crois que c'est entre guillemets un faux problème. C'est-à-dire que les gens de cœur qui sont intéressés aux animaux, je pense à Alfred Kassler, Schweitzer et quelques autres, n'ont pas coupé l'intérêt pour l'animal et l'intérêt pour l'homme. Je crois que les deux choses sont liées. Et en sens inverse, beaucoup des gens qui vous disent « Ah oui, mais il faut tenir compte de l'homme d'abord », souvent, pas toujours, hein, je ne dis pas que c'est votre cas, mais souvent, si vous regardez un petit peu, ils ne s'intéressent ni à l'homme ni à l'animal. C'est un slogan. Je pense pas que ce soit contradictoire. Maintenant, vous avez raison de dire qu'il ne faut pas faire du secrétariat à la condition animale quelque chose qui aurait une suprématie sur le respect des droits de l'homme, bien entendu. Merci d'avoir souligné. D'autres questions? N'hésitez pas. Oui, René Attends le micro. Je suis un peu perplexe, toujours, quand, si tu veux, on se met à réfléchir sur les relations animal-homme et sur la continuité ou la rupture, quoi. Parce qu'en fait, malgré tout ce qu'on peut dire sur la continuité, nous sommes quand même les seuls à pouvoir parler de cette question. Je veux dire, cette question, elle n'appartient qu'à nous. Les autres animaux n'en ont rien à faire. Et alors, d'où vient cette radicale discontinuité? Oui, ça c'est une très bonne question. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je fais souvent des conférences là-dessus. Je vais vous donner ma position personnelle. Alors, d'abord, il y a deux positions de base. La première position qui dit on a un cerveau très puissant, beaucoup plus de connexions, et donc on fait beaucoup plus de choses que nos cousins chimpanzés. Donc, la différence entre le chimpanzé et nous, c'est une question quantitative de degrés. Deuxième position possible, là, on a beaucoup plus de connexions, on fait beaucoup plus de choses que les chimpanzés, et cette différence quantitative est tellement importante qu'on bascule dans le qualitatif et qu'on touche à quelque chose d'autre, et que l'homme touche quelque chose d'autre que n'a pas le chimpanzé, que n'ont pas les cousins chimpanzés. Moi, je suis partisan de cette deuxième position. Je suis partisan de la deuxième position. Je pense qu'il y a une continuité absolue en ce qui concerne la nature de l'homme, y compris les origines de la culture, mais en ce qui concerne la culture elle-même, on bascule dans un mode d'être qui n'est plus un mode d'être animal. Et ça, il faut bien voir. Alors ça n'exclut pas les droits de l'animal hein, et le respect qu'on leur doit, mais il faut bien voir que nous sommes à la fois en continuité et en rupture. C'est pas facile à assumer. On est les deux. Mais c'est une question fondamentale, effectivement, qui méritait de soulever. Quelque chose qui est un peu dans le même ordre d'idée. Est-ce que les animaux, à la limite les plus évolués, dont on a parlé, les chimpanzés par exemple, est-ce qu'ils ont un respect pour d'autres animaux? Est-ce que finalement, ils ont aussi une position dans laquelle ils prennent en compte le droit de l'animal? Oui, tout à fait. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement humain, tout simplement parce qu'on a hérité d'un petit bout de cerveau en plus, on a décidé que nous, on doit avoir cet aspect-là? Alors, oui et non. La question de droit, c'est-à-dire fonder des droits pour protéger les autres espèces, ça, je pense qu'aucun autre animal ne fera ça. Mais la notion même de droit est une notion humaine. Hein. Donc ça, il est clair que ça, c'est une façon humaine de voir les choses. Maintenant, que des animaux aient de l'empathie pour d'autres, il y a des quantités d'arguments qui suggèrent ça. Il y a une lionne qui avait adopté une gazelle, il y a des groupes de chimpanzés qui ont essayé de faire voler un oiseau qui était tombé du nid, ils ont essayé de le lancer, etc., etc. On peut montrer qu'il y a des cas même des rats qui, par exemple, quand ils savent qu'un autre rat reçoit un choc électrique, vont essayer de ne pas appuyer sur un levier. Donc des phénomènes d'empathie, au moins chez les mammifères et les oiseaux. Hein. Ailleurs, je ne sais pas. Mais il y a des phénomènes d'empathie nombreux chez les mammifères et les oiseaux. Donc la notion de formuler un thème de droit, ça c'est spécifiquement humain, il est clair que ce sera toujours spécifiquement humain.
Et en revanche, de l'empathie entre les espèces, oui, ça existe. Et là, je n'ai pas d'anecdote à vous citer, mais il y a probablement des quantités de cas aussi, on cite des chiens qui sont venus à l'aide d'êtres humains, etc., etc. Tout à fait. Donc l'empathie est un phénomène assez répandu. Restons chez les vertébrés, au moins chez les vertébrés, au moins chez les mammifères et les oiseaux, qui sont tellement homogènes sur le plan anatomique, c'est pas tellement étonnant quand on y réfléchit bien. Et je terminerai par une boutade que je vous avais donnée tout à l'heure, c'est que, en ce qui concerne notre cerveau, nous sommes tous faits comme des rats. J'ai une question qui concerne l'expérimentation animale. Oui. Comment vous voyez l'évolution de l'expérimentation animale dans les laboratoires de recherche à l'heure actuelle? Parce qu'on a de plus en plus de restrictions. Alors déjà, il y a eu beaucoup de progrès. Déjà, par rapport, moi j'ai commencé dans la recherche il y a 40 ans. Il y a 40 ans, le chercheur fait ce qu'il voulait pratiquement. Hein. Maintenant, il y a quand même des règles qui fait qu'il faut des autorisations à expérimenter, que maintenant on demande à ce que les jeunes passent des examens, à mon avis insuffisants, mais bon, il y a une requête pour qu'il y ait une formation. Il faut aller dans ce sens-là, il faut l'accentuer. Je pense que l'examen qu'on fait passer aux jeunes actuellement qui veulent faire de la recherche est insuffisante par le fait que très souvent ces formations dérivent vers des formations techniques, mais que l'aspect d'enseignement moral est à mon avis très insuffisant. Donc ça mériterait d'être amélioré. Ça, c'est le plan de la législation, en quelque sorte. Mais cette formation devrait venir plus tôt. Oui, aussi. Alors aussi, on peut... Vous parliez d'éducation. Tout à fait. On pourrait modifier les instructions civiques pour y donner des normes animalières et environnementales. Moi, j'y serais très, très favorable. Donc, il y a ça. Maintenant, il y a une évolution qui se fait dans un sens relativement favorable dans les laboratoires, avec des réserves. Hein. Quand j'ai commencé dans la recherche, il y a une quarantaine d'années, hein, quand on parlait de respect de l'animal, tout le monde rigolait. On dit, oh, c'est encore la sensiblerie, etc., etc. Maintenant, il y a beaucoup de chercheurs qui ne s'intéressent pas aux animaux, mais personne rigole, c'est devenu un sujet sérieux. Je reste quand même tenté de dire que, c'est difficile de donner des chiffres, hein, mais que je pense que la majorité des chercheurs n'ont pas un intérêt spécifique pour l'animal, pour le respect de l'animal. Ce qui les intéresse, c'est de faire leur thèse. J'ai vu des cas extrêmes dans les laboratoires. Hein. Bon, un exemple extrême parmi d'autres, des thésards qui devaient abreuver des rats et des souris, et qui ont dit, oh, mais c'est à la veille du week-end, c'est pas la peine d'en donner à boire, ils vont être tués lundi. Il y a des cas encore comme ça, il y a des gens qui se soucient. Oh, c'est des exceptions à l'heure actuelle quand même. Pardon? Ce sont des exceptions à l'heure actuelle. J'espère que c'est des exceptions. Je pense que il faut bien voir que beaucoup de chercheurs en formation ne fonctionnent pas comme ça à l'heure actuelle. Enfin, j'espère. Je veux dire qu'il y a une grosse minorité au moins des chercheurs qui s'intéressent à l'animal. Maintenant qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent à leur thèse et pas à l'animal, j'ai pas des statistiques, j'en sais rien. Là, je peux pas. Il y a un progrès. Il y a un progrès. Oui, il y a des exceptions par le fait que maintenant c'est contrôlé. Donc ça fait que le fait que ce soit contrôlé fait que maintenant les excès sont assez limités, tout à fait. Mais est-ce que vous pensez qu'à l'avenir ça va pouvoir continuer? C'est un peu ça. Je pense que ça va s'améliorer. Maintenant, la question, je suis de ceux qui pensent que dans l'état actuel des choses, on ne peut pas supprimer la recherche expérimentale. Bon. Alors, ce n'est pas la position des radicaux. Hein. Vous avez des radicaux qui vont vous dire il n'y a qu'à supprimer la recherche. Je fais une parenthèse, je reprends votre question après. Les radicaux, il y a des saints, j'en ai connu. Il y avait un docteur Kalmar, ça ne s'invente pas, c'était le nom du président de la Ligue contre la vivisection, qui était un saint, c'est-à-dire quelqu'un qui ne mangeait jamais de viande, ne prenait jamais de cuir, ne consommait jamais de médicaments, etc. La majorité des amis véganes que j'ai ont une position qui est ambiguë. C'est-à-dire qu'ils vont dire il faut supprimer l'expérimentation, c'est abominable ce que vous faites aux animaux, etc. Je suis malade, vite un médicament. En d'autres termes, c'est des positions qui souvent manquent de cohérence. Donc, alors, la question finalement, l'amélioration, bien sûr, elle va continuer, mais elle est quand même tributaire de la quantité d'expérience qui sera nécessaire. Donc, il faut aller vers une réduction. On a été assez vite, ces dernières années, le nombre d'animaux d'expérimentation a beaucoup décru. Là, maintenant, on est un peu à un palier, je serais tenté de dire, parce qu'on a supprimé tout ce qui était supprimable. Et actuellement, on ne peut pas attaquer le corps de la recherche fondamentale, si vous voulez. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer, si vous voulez. Tout ce qui est recherche, non pas sur un point individuel, c'est-à-dire qu'une molécule, par irritation, est cancérigène, ça, vous pouvez faire ça sur un tissu ou sur une culture de cellules. Mais tout ce qui fait intervenir l'individu dans sa globalité, comment un cancer va être perçu par l'organisme entier, comment un animal va dormir, un somnifère, vous ne pouvez pas faire dormir une cellule. Moi, je suis neurobiologiste de formation. Alors, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, je pense que dans 9 cas sur 10 ou 99 cas sur 100, une molécule qui marche sur l'animal marchera chez l'homme aussi. Un chimiste me fabrique un somnifère, s'il fait dormir mes souris, je vous fiche mon billet qui fait dormir un homme aussi. Vous ne pouvez pas faire dormir une cellule. Il y a des choses que vous ne pouvez pas... L'épilepsie, par exemple, il faut avoir des modèles épileptiques. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas, pour l'instant, à mon avis,
faire sur l'animal non entier, c'est-à-dire sur le modèle cellulaire, sur le modèle de tissu. On peut, bien sûr qu'il faut encourager ça, et ce n'est pas assez fait. Je vous donne un exemple, la Fondation Animale Éthique et Sciences, Droit Animal, Éthique et Sciences, avec qui je travaille, qui est une fondation qui est animée beaucoup par des scientifiques. Nous distribuons tous les 2 ans un prix Kastler, Alfred Kastler, prix Nobel du nom de notre ancien président, qui s'est beaucoup intéressé à l'animal, pour des techniques de substitution. Donc on distribue ce prix tous les 2 ans. C'est une fondation privée. Les pouvoirs publics ne font pas beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Donc il y a de côté-là aussi quelque chose qu'on pourrait améliorer. Ben, du coup, moi j'en ai une en fait. Comment est-ce que vous expliquez un phénomène qui est quand même plutôt récent, qui est la défiance de plus en plus grande de la population générale vis-à-vis de l'expérimentation animale? C'est quelque chose qui prend une envergure qui est de plus en plus énorme et qui est quand même plutôt récente. C'est-à-dire jusqu'à il y a une dizaine d'années qu'on disait aux gens qu'on faisait de l'expérimentation. Enfin, les gens voyaient l'expérimentation animale comme un progrès possible pour l'homme. C'est-à-dire qu'on allait découvrir des molécules, on allait découvrir quelque chose. Maintenant, on a l'impression qu'on est vraiment à l'opposé de ça. Je crois que les gens sont mal informés et ils sont notamment manipulés par un certain nombre de radicaux qui en rajoutent en disant c'est pas bien, etc. Si vous les interrogez concrètement en disant cher monsieur, est-ce que quand vous êtes malade, vous êtes prêt à prendre des médicaments ou est-ce que vous pensez que votre enfant en bas âge doit prendre un médicament? En général, ils vont vous dire oui. En d'autres termes, je pense que c'est un défaut d'information et ici encore l'éducation pourrait être importante pour jouer là-dessus, pour expliquer ce que c'est concrètement. Effectivement que, bien sûr, tout le monde aimerait être gentil avec les animaux, mais que si on veut des médicaments, il faut s'en donner les moyens, hélas. Donc en fait, on fait passer notre travail, tous. On devrait peut-être faire un peu plus de... Pardon? Je dis, on fait, tous les chercheurs qui sont ici, on devrait faire un peu plus de sensibilisation. Oui, je pense aussi. Mais encore une fois, ça sera surtout au niveau des jeunes. Madame avait raison que c'est dans les lycées qu'il faut faire ça surtout. Mais effectivement, il faut former les gens. Les gens ne sont pas formés, ils ne se rendent pas compte. Oui, un petit peu dans cet ordre d'idée. Il faut imaginer tout de même que le chercheur qui travaille sur l'animal et qui s'est engagé pendant plusieurs mois, plusieurs années pour avoir des résultats et pour faire sa thèse et publier, il respecte énormément l'animal lors de l'expérimentation. Son protocole, il est donné, il faut que l'animal soit maintenu en pleine forme du bout de son expérience jusqu'à la fin. Sinon, sa propre recherche n'a aucun sens. Donc ces animaux, il les aime et il les respecte. Et ça, je pense qu'on oublie de le dire, c'est que les chercheurs, tout chercheur, à moins d'avoir un fou qui se suiciderait lui-même, il a tout intérêt à avoir des animaux dans de bonnes conditions, qui dorment bien, qui ne soient pas soumis à des bruits, qui aient de l'eau peut-être exceptionnellement. Il y a l'exemple que tu donnais tout à l'heure, mais enfin, les chercheurs d'une manière générale, sont très proches de leurs animaux, contrairement peut-être à ce qu'on peut dire à droite et à gauche. Oui, c'est valable dans la majorité des cas. Il y a des exceptions quand même. Je vous en ai une exception qui me vient à l'esprit. Nous, on est formés effectivement au laboratoire de Strasbourg avec des animaux qui sont maintenus dans des conditions optimales. Quand j'avais été aux États-Unis, j'avais été frappé et choqué, on peut dire ce qui est, que l'animalerie était éteinte 48 heures pendant le week-end. Donc, il est où le respect des normes de l'animal? Je veux dire que c'était... Bon, ça ne choquait personne là-bas. Donc, vous voyez, il y a des choses à améliorer certainement, même si tu as raison, bien sûr, que dans la majorité des cas, le chercheur intéresse que les animaux soient en bon état, bien entendu. J'aurais une question sur l'aspect OGM. Actuellement, il est possible de modifier comme on veut le génome d'une souris, d'un rat, voire d'un primate. À quand l'homme et qu'en pensez-vous? Ben ça rejoint la coupure entre l'homme et l'animal, encore une fois, hein, bien sûr. Il faut bien faire attention à ce qu'on fait chez l'homme, bien sûr, oui. Alors que les expériences sur les animaux soient le prémisse de ce qu'on peut faire chez l'homme, ça, bien sûr, ça pose des tas de problèmes moraux de passage de l'un à l'autre, bien sûr, mais ça, je voudrais dire, c'est au législateur de gérer ça. On ne peut pas faire n'importe quoi sur l'homme. Ici encore, l'expérimentation animale, elle est faite pour éviter des expérimentations sur l'homme. C'est le but visé, si vous voulez. Et qu'en dit le philosophe que vous êtes? Pardon? Et qu'en dit le philosophe, votre casquette philosophique? Il dit la même chose. Il n'y a pas de contradiction entre philosophe et biologiste. Hein.
le biologiste se veut philosophe. Je réponds la même chose. Je pense qu'il faut bien séparer ce qu'on fait chez l'animal, ce qu'on fait chez l'homme. C'est pour ça qu'il faut des lois. On peut faire ça, on peut ne pas faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Maintenant, parenthèse, je ne réponds pas vraiment à votre question, mais les lois en morale pratique sont souvent des lois peu satisfaisantes. Par exemple, en biologie humaine, l'avortement, la limite de 3 mois n'est une limite arbitraire, qui n'est satisfaisante ni pour ni pour les contre. Pourquoi pas 3 mois plus 1 jour, ou plus 3 mois moins 1 jour? En morale pratique, il y a des choix arbitraires qui sont finalement pas des choix très satisfaisants. C'est souvent la même chose pour l'expérimentation animale. Donc, vous allez me dire, on modifie le génome des souris, un jour pourquoi pas les babouins et pourquoi pas l'homme. Donc oui, mais en morale pratique, c'est difficile de trouver une réponse en tout blanc, tout noir. Mais je crois que une des choses que j'ai demandé qu'on maintienne tout à l'heure, c'est de bien privilégier le respect de l'homme. Pas nécessairement parce que l'homme est plus, entre guillemets, intelligent. Encore une fois, le bébé qui vient de naître a probablement moins de maturité qu'un chimpanzé. Mais parce que si on lâche ça, on met la main moralement dans quelque chose qu'on ne maîtrisera plus. Donc c'est encore, je vous fais une réponse de Normand qui est une réponse pratique, mais qui n'est pas une réponse absolue. En d'autres termes, ce n'est pas une réponse kantienne. Si vous parlez de philosophe, Kant servait des lois qui s'appliquaient dans tous les cas. Je crois qu'il faut être très pratique, très pragmatique. Pardon de ne pas vous répondre de façon plus claire. Je crois que dans des cas comme ça, il n'y a pas une morale kantienne absolue. Bonsoir. J'ai 2 questions pour vous à propos de l'expérimentation sur les humains. D'abord, qu'est-ce que vous pensez dans l'état actuel des choses de l'expérimentation sur les hommes? Et ne trouvez-vous pas que le chemin que prend la réflexion sur l'expérimentation animale prend le même chemin que l'expérimentation sur l'homme a pris au XVIIIe siècle et XIXe siècle, puis 20e. Vous voulez préciser le même chemin, c'est-à-dire? Pardon? Le même chemin, c'est-à-dire? On va dire une amélioration et une limitation de son utilisation. Oui, certainement, oui. Ce qu'on peut dire, c'est que le développement du respect de l'animal actuellement reprend, en quelque sorte, élargit ce qui a été fait, on espère, déjà chez l'homme. Dans l'état actuel des choses, l'expérimentation sur l'homme est en principe très contrôlée. Ceci dit, je dis bien en principe. Je vous conseille le livre, je n'ai plus le nom d'auteur, qui s'appelle « Nous sommes tous des cobayes ». C'est un livre qui a été écrit sur ce qui se fait en sous-main dans les hôpitaux américains, sans le dire, récemment, c'est après la guerre. C'est assez affolant. En d'autres termes, il faut bien voir ce qu'est la loi et comment la loi est appliquée. Il y a ça aussi. Donc effectivement, chez l'homme actuellement, dans le meilleur des mondes dans lequel nous vivons, on ne fait plus n'importe quoi chez l'être humain. Il faut faire attention de voir qu'il ne se passe pas des choses non dites quand on ne le sait pas. Donc là, c'est plus un problème de surveillance, finalement, même chose chez l'animal d'ailleurs, qu'un problème de loi. Une fois qu'il y a les lois, encore faut-il les faire appliquer. Je vous conseille, nous sommes tous des cobayes, vous verrez, c'est pas réjouissant. Alors évidemment, ça se passe, les médecins, entre guillemets, dévoyés, on peut dire ça comme ça, font ça sur des hommes, évidemment, qui ne peuvent pas protester. C'est des cancéreux qui vont mourir bientôt, des enfants handicapés, etc. etc. Mais il y a eu des cas où on profité pour faire des choses assez abominables. Oui, sans doute. Oui, bien sûr. Oui, mais là, c'est dans un régime qui se veut un régime démocratique. Oui, bien sûr. Mais là, ça se passe aux États-Unis d'Amérique. J'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit avant sur la recherche, l'expérimentation animale qui en avance moralement sur le reste de la société, notamment l'industrie alimentaire, etc. À votre avis, pourquoi? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses à notre échelle? Comment est-ce qu'on peut porter les réflexions éthiques qu'on a en expérimentation animale? Comment est-ce qu'on peut les porter sur le reste de la société? Il faut éduquer les enfants, il n'y a pas d'autre solution. Je prends 2 exemples extrêmes. Il y a les abattoirs, etc. Ça, on va peut-être y arriver, parce que ça choque tellement tout le monde que c'est pas facile de surveiller les abattoirs et de surveiller les élevages. Bon. Mais par exemple, prends 2 exemples extrêmes sur des dérogations. La chasse, la course de taureaux. La chasse, il y a beaucoup de monde qui chasse, pour s'amuser. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de chasseurs qui ont besoin de la chasse pour vivre. La course de taureaux disparaîtrait, la société ne s'en porterait pas beaucoup plus mal. Alors pourquoi
la chasse, et surtout la cause. Pourquoi ça se maintient? Eh bien parce qu'il y a des lobbies qui disent c'est la tradition, c'est comme ça. Et tant qu'il y aura des lobbies, ils sont électoraux, ils donnent des voix, etc. Et donc le lobby des chasseurs est très important en France. Et donc tant que ces lobbies seront là, ça sera pas. On peut supprimer la corrida. Des pays plus éduqués que nous, comme la Catalogne, l'ont déjà fait. Mais en France, ça ne se fera pas pour des questions de... C'est des questions de poids électoral. Et qui dit poids électoral dit nombre de personnes. Et nombre de personnes dit éducation des enfants. C'est comme ça se fera petit à petit. Quand les gens seront plus éduqués, ils diront, après tout, on n'aura pas besoin. La chasse est en perte de vitesse parce que les populations françaises deviennent citadines. Le nombre de chasseurs a été divisé par 3 en 20 ans. Mais il y a un petit noyau qui défend vigoureusement ses privilèges. Et tant que ce noyau sera là, je doute qu'on puisse supprimer ou même améliorer la chasse telle qu'elle est. Il y a le permis de chasse en théorie, mais enfin, si on passait le permis de conduire comme on passe le permis de chasse, je pense que nos autoroutes seraient des hécatombes. Oui. Oh, c'est un peu métaphysique ce que je vais peut-être dire maintenant. Je vais dire par là que je te trouve optimiste, si tu veux, et c'est bien. Hein. Mais le philosophe est toujours optimiste, hein, n'en déplaise à Schopenhauer. Oui, non, tu es plutôt du côté Nietzsche que Schopenhauer. Schopenhauer n'était pas optimiste. Non, hein. pas du tout. Je dis, n'en déplaise à lui, il faut être optimiste. Oui, oui, oui. Oui, mais il y a aussi des gens pessimistes. Et quand je lis Schopenhauer, parfois je lui donne assez raison aussi. Quoi. Il est épouvantable, Schopenhauer. Comment ? Il est épouvantable. Oui, c'est une noirceur épouvantable. Mais et si la vie était épouvantable aussi ? Oui, mais alors, elle mériterait plus d'être vécue à ce moment-là. Non, mais voilà la question. Je vais dire, tu vois, quand tu invoques la morale, l'éthique, bon, Nietzsche parlait de moraline, tu le sais, hein, parce que, bon, il trouvait qu'il y a quelque chose, si tu veux, dans notre moralité, effectivement, qui est pathétique. Parce que, en fait, on a le sentiment, si tu veux, que, quelque part, le destin qui est le nôtre, qui est celui d'un primate extraordinairement puissant, capable d'exterminer des espèces. Tu sais autant aussi bien que moi combien à l'heure actuelle l'extinction est massive, quoi. Bon, mais avons-nous choisi d'être ce que nous sommes? Voilà la question que je pose, quoi. Non, mais bien sûr, bien sûr. Maintenant, ceci dit, parmi nos caractéristiques d'êtres humains, alors il y a ce super cerveau qui fait qu'on est techniquement très performant, bien sûr. Il y a aussi le fait qu'on souhaite être une espèce morale. Depuis toujours dans l'espèce humaine, il y a un souhait, un souhait pour le bien. Donc c'est à ça qu'on peut répondre. Il n'y aurait pas du tout de souhait pour le bien. À la limite, chacun pour soi, la question qu'on a débattue aujourd'hui n'a aucun sens. Alors, d'abord, il n'y a pas une définition absolue. Bon, là, je renvoie aux moralistes. Soit il y a des définitions, il y a des définitions qui se veulent absolues. Kant, c'est peu absolu, mais enfin, je pense qu'en voulant être absolu, on ne fait pas toujours le bien. Je vais revenir sur la néoténie. L'espèce humaine a deux caractéristiques principales par rapport aux chimpanzés, à mon avis. On est des chimpanzés, mais avec deux caractéristiques autres. La première, c'est qu'on a un cerveau super puissant avec des connexions beaucoup plus nombreuses, ça c'est incontestable. On est plus intelligent, entre guillemets, que nos cousins chimpanzés. La deuxième, qu'on ne souligne pas assez souvent, c'est qu'on est néoténique. On est des joueurs, on est des enfants, on reste des enfants. Et du coup, par le fait qu'on est plastique et néoténique, on peut s'adapter à tout. Beaucoup plus que notre espèce, on peut basculer dans le bien ou dans le mal, c'est dans quelque chose qui est favorable à l'espèce ou défavorable, tel qu'on le pose, extrêmement rapidement. Donc on est des joueurs, on joue tout le temps, entre parenthèses. Hein. Regardez à la télévision le nombre de cas où le jeu, on joue aux Jeux olympiques, aux jeux de hasard, au loto, les banquiers jouent avec nos... Oui, les banquiers jouent avec nos économies, la recherche bien sûr, les trois activités humaines les plus importantes, la recherche scientifique, l'art, l'activité sexuelle, comportent tous les trois dans notre espèce une part de jeu considérable. On joue tout le temps, on est des grands joueurs. Mieux que cela, les deux animaux qu'on a adoptés comme animaux de compagnie privilégiés, le chat et le chien, c'est aussi des néoténiques.
Les oreilles pendantes de certains chiens, c'est des caractéristiques du canidé bébé. Le ronronnement du chat est un signe de félin bébé. Et ces deux animaux jouent comme nous infiniment. Donc, on est des joueurs, etc. Et donc, quand tu poses la question du bien et du mal, je crois que cette question se pose guère que dans l'espèce humaine. Alors, ça peut se discuter pour les chimpanzés. Il y a des cas où on a l'impression que le chimpanzé fait des bêtises et qu'il en est un peu conscient. Il y a eu des cas comme ça. Hein. Mais le basculement dans des extrêmes, entre guillemets, du bien ou extrêmes du mal, c'est possible quand on est des néotiques et plastiques à ce point-là. Et je crois que cette question-là de la morale, finalement, c'est pas un hasard si elle se pose dans notre espèce. C'est qu'on est une espèce qui a besoin de morale. Dès qu'on lève les contraintes morales, regardez ce qui se passe. Je prends un exemple que je citais tout à l'heure à Christian. En Serbie, c'est en Bosnie. En Bosnie, un commissaire de police a dit à sa voisine, il n'y a plus de règles, je vous viole. En d'autres termes, notre espèce se maintient que parce qu'elle a des règles, parce qu'elle s'impose des règles sociales et donc morales. Donc je serais dit que le bien, on peut aussi le définir comme une nécessité morale. Micro, Mike. Non, je suis aristotélicien, personnellement. Comment? Je suis pas platonicien, je suis aristotélicien. Non, mais je veux dire, je pense à la dernière œuvre de Platon, les lois. Hein, oui, bien sûr. Il est clair que Platon avait un sens très aigu de la nécessité de la législature, quoi. Bien sûr. Et il considérait effectivement, sans doute à cause de ce ludisme et de cette, de ce comportement. Sans loi, la société ne va plus. Oui, la vie en société ne serait pas possible, quoi. Voilà. Mais le problème, c'est que j'ai connu 2 guerres, puisque, bon, on m'a obligé de faire la guerre d'Algérie. La guerre, c'est la rupture des lois. C'est justement le... J'ai constaté la guerre, si tu veux, quand le fait d'avoir pu vivre pendant un certain nombre de mois en état de guerre, et quand j'ai vu ce qui se passait au niveau du comportement humain, j'ai été effectivement épouvanté, quoi. Parce que quand on vit dans la paix et dans une société qui effectivement suit des règles, effectivement, la vie peut être agréable. Mais en temps de guerre, il n'y a plus de règles. Bien sûr. Et c'est là où s'exprime à ce moment-là la nature, quoi. Bien sûr. Et le basculement de la culture dans la nature, il se fait, moi je l'ai vécu ça de façon épouvantable, facilement. Oui, mais c'est la nature humaine, c'est une nature plastique. Dans la plupart des espèces animales, les structures sont telles que l'adulte a des comportements beaucoup plus rigides. Si on lâche, je traite de dire, un babouin, etc., il va reprendre son comportement de babouin. Il a un comportement qui est beaucoup plus rigide. Ça tient au fait que nous, on est plastique, qu'on peut basculer de l'un à l'autre très facilement. Et ça, c'est une caractéristique de l'espèce humaine. On est la seule espèce à être aussi plastique que ça. Je crois qu'on peut remercier beaucoup Georges Chapoutier pour tous ses commentaires. Et puis merci à vous pour les animations, les questions pertinentes. Oui, merci pour ce débat qui a été évidemment d'un très haut niveau. Merci et bravo.